Mental pas, on ouvre une bouteille de vin rouge et puis on règle le problème comme ça. J'ose pas, j'assume pas, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai que, bah, on ouvre une bouteille de rouge et on se pose, quoi, et on discute. Vas-y, je te laisse l'honneur. Ah, c'est vrai, l'honneur aux femmes. Alors, bah, moi, je m'appelle Fabienne. Je suis née du côté de Lausanne en 1986. Je laisse les gens faire les maths, bien, comme ça. Par rapport à moi, l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, c'est un environnement, je pense, assez classique, avec papa, maman, mes deux parents. Niveau pro, mon papa était dans le marketing digital et ma maman était femme au foyer. Donc, moi, j'ai eu une maman au foyer pendant mon enfance. Niveau formation, moi j'ai suivi, on va dire, un cursus très classique, enfin école publique obligatoire. J'ai fait une matu bilingue au gymnase Auguste Picard à Lausanne. Et parce que je suis suisse-allemande à la base, donc du coup j'ai profité de faire une matu bilingue français-allemand. Et après ça, j'ai fait une formation, j'ai commencé en HEC à Lausanne pour mon bachelor, et après j'ai fait un master à l'université de Zurich en statistique et économétrie. Donc voilà pour la partie études. Après on s'est rencontrés, donc je pense que c'est bien que Benoît tu te présentes, puis comme ça après Ouais. on fera la vie en commun à partir de là. Donc moi je m'appelle Benoît, je suis né en Bas-Valais, juste à côté de Montaix. C'est là que j'ai grandi d'ailleurs. Donc moi aussi, enfin enfance assez classique. J'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin. Mes parents, enfin ma maman elle est pharmacienne, mon papa il bossait à la COP à Martigny. Et du coup, comme étude, je dirais que j'étais au collège de Saint-Maurice qui a fait la une des journaux ces derniers temps pendant la fameuse période. mais mais disons que bah j'étais pas un élève brillant au collège, mais que ça m'a quand même permis d'avoir ma matu et puis d'aller à l'université. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup mieux convenu. Et du coup, j'ai commencé à faire un bachelor pour devenir prof de sport, et j'étudiais, donc je faisais sport et physique, donc physique, la science, et du coup le côté scientifique m'a plus plu, et j'ai fait un master après à l'EPFZ en biomécanique, ce qui m'a amené après à aller faire un doctorat à Vienne en biomécanique numérique, donc à toujours aller un petit peu plus vers le côté numérique. Et j'ai pas mal changé depuis ma... Ouais. Faut le dire que le côté scientifique, c'était un peu à cause de moi, parce qu'à la base, tu voulais aller à Macolin faire ton truc de sport, et moi j'allais à Zurich, et il s'est dit, ouais, non, mais en fait, j'ai une nouvelle copine, machin. Enfin, les TH, c'était un petit peu parce qu'on voulait aller ensemble quelque part. Oui, mais après, il faut dire que pendant que je faisais mon bachelor, j'avais fait déjà des remplacements. Je savais que l'enseignement, c'était pas du tout mon truc. Donc, soit c'était plutôt aller à Macolin, Ouais. pour faire le sport, mais vraiment, genre devenir, tu sais, plus prof enfin, ou plutôt faire du sport avec des gens qui font de la compétition, et puis faire de la biomécanique, de la science du sport. Mais après, je me suis plutôt tourné vers le côté qui était plus scientifique sur la biomécanique, et à l'EPFZ, du coup. Et puis, comme on était les deux à Zurich, donc ça, c'était un peu le facteur déclencheur aussi. Mais et puis après, du coup, la science, j'ai bien accroché, puis développé ça à Vienne après, parce on a fait notre première expérience d'expatriation ensuite à Vienne, après nos masters à Zurich. Donc on a déménagé là-bas pendant 2 ans. C'est là que la bougeotte a commencé, en fait. Quand on a fini nos études, on savait pas où on voulait aller, mais on savait qu'on voulait aller à l'étranger. Et à ce moment-là, franchement, on regardait des trucs genre New York, l'Australie, et en fait, il a trouvé son doctorat à Vienne. On était presque un peu déçus, genre merde, c'est pas très exotique, quoi. Mais c'est toi qui l'as trouvé Je en sais, non, plus. mais oui, je sais. Mais on voulait bouger. Et après, finalement, on a bougé moins loin que ce qu'on aurait pensé, mais ça nous a fait 2 ans à l'étranger. C'était cool. Moi, j'ai bossé en start-up à ce moment-là. Je bossais dans une boîte qui faisait des applications mobiles. Et Benoît, toi, tu... Bah ouais, du coup, j'avais un projet européen à l'Université technique de Vienne, en biomécanique numérique. Du coup, j'étais dans cet institut à l'Université technique de Vienne, et puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis ça nous plaisait bien, hein, donc ça a été une chouette première expérience d'expatriation. C'était pas hyper dépaysant, mais par contre, je pense que d'un point de vue professionnel, on a été bien dépaysés. Ouais, c'était une première expérience ailleurs, quoi. Aussi voir, on connaissait pas non plus spécialement bien le marché du travail en Suisse, parce qu'à part des jobs étudiants, on n'avait pas eu spécialement accès au marché du travail. Mais c'était une première expérience qui est aussi assez, c'est un peu différent parce que en Suisse, quand tu sors de tes études, souvent t'as des très bons salaires, machin. T'arrives en Autriche, on te dit, alors ça sera 1 450 €. C'est là, ah oui, bah voilà quoi. Mais c'était aussi une très bonne expérience de vie dans un pays où le coût de la vie est moins cher aussi, et de se rendre compte que finalement en fait on vivait très bien. Donc c'était aussi un peu pour nous ça a été un peu une révélation, parce que c'est vrai que moi je pensais pas forcément
qu'avec un plus bas salaire, on pourrait aussi bien vivre. Et puis, ouais, non, c'était nickel. Moi, je dirais aussi que d'un point de vue plus personnel, c'était un challenge parce que j'ai été catapulté dans un institut où ils travaillaient principalement avec Linux, où j'ai eu beaucoup de gaps de connaissances à combler. Et du coup, ça a été ça a eu une grosse influence sur ma vie d'ensuite parce que j'ai vraiment appris à coder. J'ai été challengé énormément pendant 2 ans là. J'ai beaucoup bossé et c'est des choses qui me servent encore énormément maintenant. Je dirais que s'il y a un truc qui m'a pas mal encore influencé et que j'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris en programmation à cette époque-là. Mais moi, je pense que ça t'a aussi vachement donné l'envie et la confiance d'apprendre des nouveaux trucs. Parce que quand on était à Vienne, justement, avec Benoît, on s'est mis à discuter après, parce qu'on savait qu'on n'allait pas s'installer là-bas pour 25 ans. Et l'idée, c'était de revenir en Suisse. Mais quand même, la bougeotte, le fait de pas avoir été en Australie, on s'est dit merde. Et en fait, Benoît, il avait comme un trou en fait dans son doctorat, et c'était un peu le moment idéal de partir. Et on a décidé de partir en tour du monde. Et je pense que ce que tu disais avant, par rapport justement de pas avoir peur d'apprendre des compétences, à ce moment-là, on avait dit un peu en rigolant, genre pour les potes et la famille, on va monter un blog pour les tenir au courant. Et moi j'avais dit à Benoît, je dis ouais, j'ai vu un truc, je crois que ça s'appelle WordPress machin. Puis il m'a dit ouais non mais attends, mais du coup moi je suis chaud, on va faire ça de zéro, on va y aller en HTML, CSS et on commence vraiment de zéro quoi. Et du coup on codait notre newsletter, on écrivait nos articles en HTML pur machin, mais ça a donné un peu le kick de se dire en fait on apprend de A à Z à faire ça, et ça a été un peu le début d'une aventure que maintenant c'est notre vie, mais à ce moment-là on s'en doutait pas du tout quoi. Ouais, non, mais c'était vraiment ça au début. Donc le projet, c'était de partir voyager au long cours, donc de faire cette année de césure entre guillemets, et puis de partir voyager en sac au dos, en mode vraiment minimaliste. Et puis on s'était dit qu'on aurait besoin d'un projet pendant un voyage comme ça. Et puis du coup, le blog, ça nous bottait bien parce que perso, moi, ça me permettait de développer des compétences de programmation, mais on avait plein d'autres trucs qu'on voulait développer aussi. Le SEO, ça nous intéressait, et puis on avait envie de pouvoir juste partager le voyage aussi avec notre famille et nos amis. Puis moi j'avoue, j'avais peur, moi j'avais ma peur bleue du tour du monde parce que c'était le truc où on discutait un peu en rêvant, genre tour du monde machin et tout. Mais moi le concept de trou sur le CV, ça me paniquait à l'époque. Alors maintenant avec le recul, ça me fait énormément rire, mais à l'époque ça me flippait à fond de me dire mais c'est débile à 27 ans de quitter ton job et puis d'oser comme ça faire rien. On avait quel âge quand on est parti? Mais 27 à peu près, 26, ouais. Tu devais avoir 26. Mais je m'étais dit, c'est la pire erreur, je me tire une balle dans le pied en faisant ça, et du coup, le blog, je m'étais dit, bon, au moins, on va essayer de bosser là-dessus, de développer ça, et vu que moi, j'étais aussi dans le marketing digital et la gestion de projet, je me suis dit, au moins, je vais rentrer avec de l'espagnol, du HTML, du SEO, et au moins, ça fera un truc que mon trou va être moins violent, quoi. Puis c'est vrai que ça l'a vraiment fait, hein. Donc après on a voyagé, en fait finalement ce qui devait être une année s'est transformé en 19 mois de voyage, et puis là c'est une expérience assez magique qui fait que qui a complètement changé nos vies quoi. Du coup on n'est jamais revenu en arrière quoi. C'était si. Oui, mais dans l'état d'esprit aussi, dans la mentalité, ça a complètement changé notre vision du monde pour énormément de raisons. Un voyage comme ça te fait rencontrer beaucoup de monde, ça t'ouvre l'esprit effectivement, ça aussi ça te fait c'est quelque chose. C'est pendant 1 année et demie là, on n'avait pas de contraintes, qu'on était libre de faire ce qu'on voulait quand on voulait, on était complètement flexible sur notre programme, et ça, d'avoir une telle flexibilité, une telle liberté, ça c'était une chance unique, et c'était une expérience unique dans notre vie. Et après c'est presque impossible de revenir à un truc où on est contraint comme avant quoi. Donc moi je me rappelle, on avait rencontré en Indonésie, on avait rencontré une prof de plongée, puis on se rendait compte qu'elle parlait français, on a commencé à discuter, puis elle avait genre 35 ans, une vieille à mon échelle à cette époque, tu vois. Je me disais puis en discutant un peu, elle me disait moi à la base j'étais de Genève et tout, j'étais super, Lausanne, machin, ça nous fait un point en commun. Elle dit j'étais avocate pendant 8 ans. Puis moi dans ma tête je me suis dit c'est quand même un peu chelou d'être prof de plongée maintenant, enfin tu vois, mais j'ai rien dit. Mais je me suis dit, voilà, les profs de plongée. Mais ma première réaction, ça a été un peu genre, c'est un peu dommage, quoi. Et en fait, en parlant, je me suis rendu compte que j'avais rarement vu quelqu'un d'aussi heureux dans sa vie. Et je me suis dit, en fait, ça a remis les choses en question. Parce que moi, j'étais clairement partie sur le path, tu vois, t'as fait HEC, tu rentres de ton tour du monde, tu continues, l'idéal, tu vas bosser chez Nestlé ou chez L'Oréal, enfin, tu fais un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit,
Ah tiens, c'est marrant. Enfin, mais ça a été un peu le début, un peu de réfléchir à peut-être potentiellement vivre autrement. Mais on n'était pas Bon, encore là. on Mais en a rencontré plusieurs, oui, des gens oui, comme ça. En fait, c'était l'occasion dans un voyage comme ça. Enfin, on va pas te raconter toutes les rencontres qu'on a faites pendant le voyage, mais il y a clairement quelques rencontres marquantes comme ça qui te changent tes perspectives. Et puis ça a pas manqué en rentrant. Bon, évidemment. Enfin, on avait en 19 mois, on a dépensé toutes nos économies à cette époque-là parce que du coup, on gagnait zéro argent oui, avec oui. notre blog, hein, parce que on va y revenir. Mais enfin, une partie de notre travail maintenant, c'est d'être blogueur. Mais en revenant, du coup, on a recherché du job. Et puis toi, Fabienne, elle a tout de suite retrouvé un job Il y avait à pas de trou dans le Zurich. CV. Il y avait pas de trou, quoi. Au contraire, quoi. Pendant les entretiens d'embauche, il y avait tout le monde qui me parlait du tour du monde pendant l'entretien, quoi. C'était assez drôle parce que il y en a même qui me disaient que bah moi j'avais un CV assez classique. Puis ils disaient bah des CV comme ça on en reçoit 50 quand on poste une offre d'emploi. Mais le mien du coup il sortait du lot parce qu'il y avait 19 mois de tour du monde. Ils étaient curieux de voir bah le qu'est-ce que ça avait apporté et tout. Bah oui, mettez notre blog en grand sur le Ouais. projecteur pour dire ah, c'est quoi ce truc. Ouais, c'était assez drôle, ouais. Mais du coup, bah là, on s'est retrouvé propulsé dans le Seefeld à Zurich après 19 mois de tour du monde dans à nouveau l'univers startup. Et bah c'était bien, Non, bah mais c'était une chouette expérience aussi, mais on a vite compris qu'on n'allait pas le faire hyper longtemps. Mais enfin, pour moi, ça allait encore. Fabienne, c'est elle qui avait le plus mauvais rôle dans l'histoire parce elle devait travailler tous les jours au bureau, donc elle était beaucoup plus contrainte dans son emploi du temps. Elle avait un poste qui lui demandait quand même pas mal d'heures par semaine, donc plus que les classiques 42 heures et demie. ouais. Et puis, elle était en contact avec notre patron parce que je bossais pour la même entreprise. Et puis notre patron était un gars qui était certes très bon au business et tout ça, mais qui était un pauvre con, quoi. Et du coup, au final, c'est vrai que ça la rendait pas heureuse d'aller au bureau tous les jours, quoi. J'avais juste que de certaines valeurs, certains voilà, enfin, Ouais. j'étais vraiment pas épanouie dans mon travail. Et puis c'était pour moi c'était compliqué de dévouer aussi tout d'un coup 60 heures par semaine en fait à une entreprise qui était pas la mienne. Ou de toute façon je savais que enfin, je pensais bien que l'entreprise allait faire faillite dans les années qui suivaient, vu la gestion, comment elle était faite. Donc, je voyais pas vraiment l'intérêt de m'investir corps et âme dans un truc dans lequel je croyais pas des Puis masses. surtout, les valeurs du gars Ouais. étaient. Mais d'ailleurs, ça a pas manqué. L'entreprise a fait faillite 2 ans après qu'on soit parti. Enfin, voilà, voilà. Par contre, moi, de l'autre côté, j'avais un point, enfin, j'étais dans une position un peu plus enviable dans le sens où j'étais développeur pour la boîte et puis je pouvais bosser déjà à 70% depuis la maison, donc j'étais pas beaucoup au bureau et puis j'étais un petit peu déjà en mode télétravail bien avant le Covid et ça me convenait bien, hein, c'était d'office, hein, c'était quelque chose que j'avais demandé, j'avais pas envie d'être au bureau tous les jours, ça me bottait pas du tout. Oh, tu bossais beaucoup aussi, hein, mais c'est vrai que ouais, t'avais plus de Oui, flexibilité dans tes horaires, quoi. mais je faisais, ouais, exact. Nos voisins dans notre immeuble, ils croyaient que, enfin, en fait, croyaient que, parce que moi je parlais pas très bien suisse-allemand aussi parce que je suis pas germanophone. Et puis je me T'étais rappelle, hyper bronzé. on revenait de voyage autour du monde, j'étais bien bronzé et tout. Et puis, en fait, nos voisins ils croyaient que Fabienne elle m'avait ramené d'un pays d'Amérique du Sud et puis que je faisais rien de la journée, quoi. La voisine, c'était une petite grand-mère qui me disait genre ah il a l'air charmant votre compagnon, il est un peu de la Pachamama non ça se voit, il travaille pas beaucoup hein. J'étais non en fait si il est dev mais c'est juste qu'il passe à la maison. Mais elle le voyait faire des lessives et puis aller faire des courses quoi. Puis du coup c'est bah moi j'avais des horaires de fou donc clairement moi je faisais ni lessive ni courses et du coup c'était Benoît qui faisait plus ces trucs. Donc, elle croyait que j'avais un peu un petit employé de maison. Ouais, c'est ça. Oui, alors bon, là il faut aussi mentionner que pendant ce temps-là, même à Zurich, on continuait à bosser sur notre blog parce que entre-temps, depuis le début du voyage plus Zurich, notre blog il avait pris quand même une audience qui devenait quand même intéressant dans le sens où on gagnait pas vraiment d'argent parce qu'on n'avait jamais cherché à le monétiser vraiment, mais bon, on avait je sais pas 50, 60 000 personnes qui le lisaient tous les mois, ça commençait à faire beaucoup et puis on se disait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Moi, c'est le burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out à mon boulot, où là, clairement, il y avait un peu deux options. C'était soit je cherchais autre chose, soit on se mettait à notre compte. Et en fait, le fait de se mettre à notre compte, ça faisait un petit moment qu'on en parlait avec Benoît, mais on n'osait pas trop. Enfin, tu vis en Suisse, t'as tes charges fixes en Suisse, tu te dis, mais, enfin, il y a un sacré gap, quoi. Et on se disait aussi, bah, le blog, à l'époque où on réfléchit de se mettre à notre compte, il nous générait peut-être, je sais pas, 700-800 francs par mois, quoi.
Donc tu te mets pas à ton compte en Suisse avec 700 francs par mois, tu vois. Et là, en fait, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on sait faire? Et on faisait des sites pour nous. Et en fait, on commençait à avoir des gens de notre entourage qui disaient, ah, tu voudrais pas m'aider à faire un site et tout. Et ça a commencé un peu comme ça. Et après, on s'est dit, mais en fait, en vrai, on pourrait se mettre à notre compte et puis créer des sites web en attendant de pouvoir générer des revenus plus confortables avec notre blog, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, et puis aussi le fait qu'on était parti en tour du monde, je pense que ça vous avait un petit peu décomplexé vis-à-vis de tout plaquer pour faire un truc, quoi. Et du coup, là, on s'est dit bon, enfin, on n'a pas hésité très longtemps. On s'est dit bon, on se met à notre compte et puis on quitte notre job et puis on déménage. On quitte la Suisse. Ouais, on quitte la Suisse, c'est ça, pour baisser nos frais fixes. Donc, on est parti. On a tout de suite décidé de prendre un visa de 6 mois à Chiang Mai pour pouvoir partir. En fait, on est parti en Thaïlande pour baisser nos frais fixes, puis aussi Chiang Mai parce que on avait déjà entendu un peu parler que c'était un hotspot pour gens qui travaillent en ligne. Et déjà à l'époque, c'était en 2016. Hein. Et il y avait effectivement, on est parti là-bas en novembre 2016 ou octobre. Et puis effectivement, là, l'hiver, il y a 10-20 000 étrangers qui travaillent en ligne. Et puis du coup, on s'était dit ah bah cool, on va pouvoir aller un peu voir ce qui se passe et puis qu'est-ce que ces gens ils font comme job, quoi. Et ça nous intriguait. Et puis c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à nous, quoi. De voir tous ces gens qui bossaient en ligne et puis qui venaient de plein d'horizons et de pays différents, c'était assez fou. Donc on a fait nos 6 premiers mois là-bas où on a bossé comme des dingues. Genre, on était en mode, c'était l'époque où on a migré notre blog sous WordPress. C'est ça. Parce que finalement, on a laissé tomber le HTML. Au bout d'un moment, on s'est dit, c'était quand même pratique d'avoir un CMS. Ouais. Puis en même temps, on développait des sites web pour des clients. Ouais. Je me rappelle, on a eu nos premiers clients quand on était en Asie. Et puis, en même temps, on rencontrait pas mal de monde. Notre blog, il grandissait. Il y avait plein de lecteurs des lecteurs du blog, vu que c'est des backpackers aussi. C'était principalement ça à l'époque, qui voyageaient en Asie. Du coup, on se rencontrait à Chiang Mai. On allait boire des verres et tout. C'était cool. C'était cool. La belle vie. Puis en même temps, à côté, on voyageait aussi un petit peu. À l'époque, c'était l'époque où le Myanmar était encore en paix. Donc, on a été en Birmanie. On a été voir des gens qu'on connaissait à Singapour. Puis, comme on était déjà dans le coin là, et puis on a voyagé aussi autour de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Donc ça c'était cool, mais c'est vrai qu'on bossait beaucoup. On bossait beaucoup parce que nous, l'idée quand même, on s'était fixé un peu un seuil, parce qu'on avait fait des économies, quand on travaillait les deux à Zurich, on avait des bons postes, des bons salaires, et on s'était fixé un zéro psychologique sur notre compte bancaire parce que clairement on gagnait pas assez, et on s'était dit si on tape ce montant-là, on retourne, on va dire, à un job salarié. Et du coup, on avait quand même une motivation assez conséquente de faire avancer les choses et de pas non plus, se retrouver après 1 année ou 2 ans à ce seuil, on va dire, critique. Mais qu'on n'a jamais atteint. La preuve, c'est qu'on on n'est pas trop tourné dans l'entreprise, mais disons que ça nous a quand même donné une sacrée dose de motivation pour bosser beaucoup. C'est juste pour un peu enlever le cliché de, tu vois, tu pars en Thaïlande et puis c'est les pieds en éventail, le cocktail à la main. Je pense qu'on a largement plus bossé que quand on était en entreprise, quoi. Ouais, mais on savait pourquoi. Mais on savait pourquoi. Sur des projets qui nous intéressent. On t'apprend rien, quoi. C'était pour nous, quoi. Et puis mais c'est vrai que c'était une chouette période. Et puis ça, pour la faire un peu rapidement, ensuite, on n'est jamais revenu au salariat. Du coup, on a continué ce qui, au début, a été vraiment notre gagne-pain, c'était de développer des sites web. C'est vite transformé, en fait, en notre blog principalement, parce que vu qu'on était de nouveau dans un rythme où on était en fait ce que tu peux appeler digital nomade, ce qui est bien connu comme digital nomade maintenant. Donc on travaillait depuis n'importe où. Donc là on était 6 mois en Thaïlande, mais après on est revenu en Europe. On a principalement travaillé et voyagé en Europe pendant 5 ans, pendant 4-5 ans. Et là vraiment on continue à bloguer beaucoup vu qu'on voyageait beaucoup. Et là notre blog a vraiment passer à l'étape supérieure en termes de trafic et de SEO. Et du coup, on s'est intéressé un peu plus à la monétisation de notre blog. C'est des sujets sur lesquels on a beaucoup réfléchi. On pourra en reparler plus tard, mais c'est vrai que c'est là que notre blog est devenu notre principale source de revenus. Et à mesure que le blog grandissait, on réduisait le nombre de clients qu'on prenait pour le web, jusqu'à arriver il y a 3 ans en arrière, où on a commencé vraiment, maintenant on dit non à tout. 3-4 ans. Enfin, 3-4 ans, ouais. Maintenant, on prend plus tout de mandat de développement web. Et puis aussi, on a développé d'autres choses à côté. On a écrit des livres, on a des produits. C'est tous des petits trucs qui, mis bout à bout, font qu'on a un revenu. Mais qu'on est toujours, après ça, c'est bien, parce que du coup, par rapport au mouvement FIRE, nous, on est des gens frugaux aussi. Donc, on n'avait pas des dépenses qui étaient très élevées, donc on n'avait pas besoin de gagner un salaire de la Paradeplatz à Zurich.
Oui, du coup, comment on en arrive au co-living, ouais. Comment on en arrive au co-living? Mais en fait, ça c'est le truc, c'est que on était, comme disait Benoît avant, digital nomade ou SDF des temps modernes, de connectés entre guillemets. On n'avait plus de domicile. Télétravailleurs, en fait. Télétravailleurs, mais on va dire en full remote. Donc on n'avait plus tout de domicile depuis 2016. Et en fait, on louait des appartes. Et aussi beau que ça puisse paraître, on a quand même eu pas mal de fois des galères où quand tu loues un Airbnb, on te dit qu'il y a le Wi-Fi, t'arrives, t'as une connexion câblée, puis maintenant nos portables, ils ont plus la connexion câblée, ou bien t'as 5 mégabytes par seconde, genre à Minorque, ça nous était arrivé, on avait 5 mégabytes seconde, on était dans une espèce de bunker où il y avait pas de 4G, et du coup tu te retrouves à prendre des coworking, mais c'était pas toujours évident, parce que nous on aime bien la nature et la rando, donc les endroits où nous on aimait se poser, c'était pas forcément les grandes villes, donc il y avait un peu un décollage avec ça. Et une fois de plus, on s'était retrouvé à Tenerife, dans un appart, qui était vraiment pourri. On bossait sur des chaises de cuisine à se démonter le dos, et on s'est dit, bon, on va se trouver un coworking, parce qu'à nouveau, ça ne marche pas. Et le coworking, on était dans une cave, c'était un truc horrible. Puis on s'est dit, et en fait, il y a un autre truc qui est sorti sur la liste, c'était un co-living. Nous, tout à l'heure, on savait pas ce que c'était, jamais entendu parler. Et puis, il était à quelques rues de là où on était. Et la nana, en fait, à ce moment-là, elle venait d'ouvrir, donc il n'y avait pas encore de clients, et elle cherchait des volontaires pour l'aider. Et en fait, elle disait dans son description d'emploi, elle disait, je cherche des volontaires pour faire du SEO, des photos, et promener notre chien, parce qu'on a un chien à la maison, on a besoin de faire des balades, des randos, moi j'avais pas le temps. Puis on s'est dit, ça paraît, enfin, c'est presque suspect, quoi. Tu vois, genre là, on s'est dit, c'est peut-être un truc chelou, on s'est dit, c'est une secte, j'en sais rien, mais après on s'est dit, bon, on va aller voir. Donc on a rencontré Anne, c'est la gérante du Nine Co-Living à Tenerife. Et tout de suite, ça a été le coup de cœur, on s'est hyper bien entendu. Et on s'est dit, go, quoi, on peut être volontaire. En plus, ça réduit nos dépenses parce que du coup, on ne payait pas notre logement. Et on a fait 1 mois comme ça en tant que volontaire dans un co-living. Suite à quoi on n'est jamais revenu en arrière. Après, on a étendu le séjour pendant 4 mois de plus, je crois. On est resté en tant que client normaux. Ouais. Et puis, il faut dire que ça répondait à un besoin qu'on avait aussi, dont on n'a pas vraiment parlé. C'est un truc qui est souvent le cas des télétravailleurs, digital nomades et tout, c'est qu'il y a un aspect solitude qui est assez important. C'est difficile de rencontrer des gens qui ont le même mode de vie quand tu loues des appartes, que tu voyages, parce que en fait finalement c'est une petite niche. Il y a pas, même si il y a plein d'articles sur internet qui diront qu'il y a des millions et des millions de digital nomades, tu tombes jamais sur les autres digital nomades si facilement que ça. Et à moins que tu sois dans un gros hotspot de digital nomades, mais ça c'est des destinations qui nous intéressent pas du tout en général. Donc Bali, Chiang Mai, on a bien aimé, mais on n'y retournerait pas forcément. Du coup, quand tu voyages dans un endroit random, il y en a pas tellement d'autres des digital nomades forcément, et puis ou des gens qui travaillent de manière connectée et puis qui voyagent en même temps. Du coup, on se retrouvait souvent que les deux à faire notre job et puis à être. Dont tu parles la langue, genre l'Estonie par exemple, il y en a plein, mais on s'est retrouvés dans un quartier où on était entouré d'Estoniens. Alors oui, ils parlent l'estonien, ils parlent le russe, mais bon, ça nous avançait pas trop, quoi. Donc c'était même au coworking, là, on avait été voir un coworking avec des Estoniens. Donc bon, on échangeait en 3 mots d'anglais un peu pétés, mais c'était encore qu'on n'avait pas pris le coworking. Non, on n'avait pas pris, mais parce que c'était voilà. Mais disons que c'est difficile de faire des rencontres. Et du coup, le co-living, ça règle ce problème, mais d'un seul coup, parce que tu te retrouves dans une baraque où il y a 15 autres personnes au moins qui ont exactement le même mode de vie que toi, qui vivent avec toi, chacun a sa chambre, il y a en général dans les maisons, là en l'occurrence celle de Tenerife, là c'est une grande baraque où il y a plein d'espaces communs. Quand tu as envie de discuter avec des gens, tu as toujours des gens pour discuter. Quand tu n'as pas envie, tu as juste aller dans ta chambre ou dans un endroit où il y a personne. Et du coup c'était une grosse révélation et on n'est plus jamais revenu en arrière. Après ça fait du coup on a fait cette expérience là en 2018 la première fois. Et depuis 2018, on a vécu 50% de notre temps en co-living. Ouais, à peu près. Et depuis le premier co-living, c'est marrant parce que la Nine Co-Living, on était sur cette terrasse, on buvait un verre de rouge et on disait genre non mais en vrai, ce serait trop bien d'en ouvrir un. En fait, tu sais comme les voyageurs sac au dos quand tu te retrouves à Chiang Mai dans un bar et tu dis un jour on ouvrira un hostel. Et là, on était 10 ans plus tard à se dire non mais un jour on aura un co-living quoi, y a pas moyen. Mais c'était un truc, on disait ça un peu en genre ça nous correspondrait bien, mais c'était lointain quoi. Et on avait ni les fonds propres, ni l'envie de se poser vraiment et tout, mais... Ouais, on était trop au début encore. Ça faisait peut-être que 3-4 ans qu'on bougeait. On avait encore envie d'être libre et là, de bouger et puis de pas faire de plans sur la comète, quoi, aussi. Et puis, c'était un énorme... Enfin, on se rendait bien compte que c'était un énorme investissement financier et puis que il fallait avoir quand même les reins solides pour se lancer dans l'aventure, quoi. C'est ça. Mais du coup, on a continué notre petit bout de chemin en voyageant en Europe, en télétravaillant. Il y a eu le Covid qui est arrivé.
on a eu de la chance parce que ça aussi, ça a été une chose parce que, comme Fabienne, elle disait avant, pendant 4 ans, on n'a pas eu de base. Mais après 4 ans, on a décidé d'acheter un appart en Suisse. Donc, on a acheté un appart dans un petit village de montagne qui s'appelle Morgin, parce qu'il faut savoir que Fabienne et moi, on adore la montagne, on aime randonner, on aime les sports d'hiver, enfin, en gros, on se sent bien quand on est proche d'une montagne, quoi. Et c'était d'ailleurs notre frustration des co-living, parce qu'il y en avait plein, mais ils sont toujours situés un peu au sud, vers des plages et des trucs, qu'à chaque fois, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on passait l'hiver dans les co-living, mais genre l'été, pour la saison de la rando, hop, on rentrait en Suisse, on était tout le temps en Suisse à squatter chez des potes, chez les parents. Mais en fait, ça nous paraissait évident qu'il nous fallait avoir un point de chute en Suisse parce que c'était quand même, enfin, on aimait trop tout ce que la montagne ici a à offrir, quoi. Du coup, ça tombait bien parce qu'on a acheté cet appart un mois avant le Covid. Donc, quand le Covid est arrivé, au moins, on avait un endroit où on pouvait être à la maison. Et ça, c'était bien tombé parce que je me rappelle très bien, la première vague de Covid, on est resté genre 6 mois à Morgin, donc c'est un petit village en Suisse. Et du coup, on avait cet appart et ça, c'était vraiment très bien. Mais après on est reparti. Du coup, après cette première vague, je me rappelle déjà le novembre de la première année, on est parti. On a profité de la première ouverture des frontières. Macron, il a dit les frontières sont ouvertes. Le lendemain, on était à la frontière, on était là, salut. Puis entre temps, on avait aussi acheté un van. Alors on a pris notre van, on s'est barré. On remplit tellement de clichés, quoi. La vente de van pendant le Covid et tout. Non, on a tout fait. Là, c'est vraiment, on était. Ouais, on a acheté un appart, on a acheté un van. Là, c'était la période des dépenses. Ouais. Et puis on est parti et on a tout de suite été avec le van. On n'a même pas fait un voyage parce que les frontières étaient ouvertes, c'était toujours vraiment compliqué. Du coup, on a directement été dans un co-living en Galice et là, on est resté 5, enfin, on avait prévu de rester un mois, mais de nouveau, on est resté genre 5 ou 6 mois. Il y a eu un confinement strict à l'espagnol, Il y a eu un confinement, ouais, on était coincés dans le co-living. Mais on était coincés avec 10 autres personnes, donc c'était très bien. Et on était très bien. Puis là, on est tombé sur un co-living encore un, parce qu'on en avait fait d'autres entre deux, mais celui-là, c'est celui qui a eu le plus, je dirais, le plus d'impact sur notre vision du co-living. C'est un petit co-living qui est dans un village de 50 habitants en pleine campagne galicienne où il y a rien de spécial à faire. Mais c'est là que on a vraiment pris l'ampleur de qu'est-ce que en fait la communauté dans un co-living ça peut apporter aux gens qui télétravaillent et aussi quel impact un co-living peut avoir sur un petit village comme ça. Sur l'économie locale. Ouais, voilà. Puis les liens sociaux aussi, quoi. Ouais. Ouais, ils créaient tellement de projets dans ce co-living. Ils avaient beaucoup de projets à impact social pour leur village. Ils ont créé des projets où ils aidaient les enfants du coin à apprendre à coder. Ils ont des projets où ils développaient avec un des co-livers justement qui était développeur en robotique. Ils ont développé une sorte de caméra qui permettait d'automatiser la gestion des compteurs d'eau dans le village parce que ils avaient des problèmes de fuite d'eau. Ils savaient jamais d'où ça venait. Et puis du coup, grâce à des petites caméras comme ça qu'ils ont mis là. Puis du coup, rien que de voir tous ces projets parce que ça, c'est que 2 exemples parmi des tonnes de projets qu'ils font. Et de voir en fait que un co-living, ça pouvait être plus que juste le business, d'avoir des travailleurs connectés, vivre au même endroit, puis de leur donner un environnement de travail et de vie qui soit agréable. Mais de voir en plus que ça pouvait avoir un vrai impact à l'endroit où c'était implanté, ça nous a vachement plu, quoi. Et puis depuis cette fois-là, on a clairement commencé à chercher un endroit pour ouvrir notre propre co-living. Ouais. Je crois que ça, on a fait la transition là. On pourra répondre, mais on n'est aucun des deux. Hein. Nous, on est la dent blanche, non, mais sérieusement. On est petit village paumé dans une montagne. Ni la Paradeplatz, ni le jet d'eau de Genève. Nous, les villes, ça nous convient pas. Le rythme, plus. Enfin, moi, ça m'a jamais trop convenu. Mais toi, c'est vrai que t'étais moi, j'étais très ville avant, mais. Nous, le rythme de la ville, c'est pas le nôtre. C'est beaucoup trop loin de la nature. On doit pouvoir commencer à randonner depuis devant chez nous pour être content. On aime le fait d'avoir fait 3 heures de ski avant d'enregistrer un podcast, tu vois. Ce matin, tu vois, on a été skier et c'est le qualité de vie que je pense qui pour nous en tout cas est impossible à trouver en ville en fait. Donc franchement, à choisir aucun des deux. Aucun des deux. Je tue. Vas-y.
Ouf. Alors bon, des livres, je vais plus partir sur les podcasts. Je dirais que parce que j'en écoute souvent comme ça. Je dirais que depuis le Covid, j'ai pas mal écouté des trucs qui tournent autour de l'environnement. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'écoute pas mal de choses du style. Il y en a un qui est assez connu que j'aime bien, qui s'appelle Thinkerview. Ça, c'est un podcast c'est une chaîne YouTube, mais c'est un podcast que j'écoute souvent. Il n'y a pas tout que j'apprécie, mais c'est des longs formats qui laissent la place aux gens qui sont interviewés de développer leurs opinions, et du coup c'est toujours intéressant à écouter, donc j'aime bien. Je prends des choses que j'aime ou que j'aime moins, mais je dirais ça, c'est un bon truc. Sinon, j'ai lu plusieurs livres d'une fille qui s'appelle Naomi Klein. Je dirais que elle a une philosophie qui me correspond assez. De mon côté, aïe. Non, bah c'est vrai. Après, moi, les livres, j'en ai beaucoup lu par obligation dans la période scolaire, et je lis très peu. Et je lis beaucoup de choses, mais beaucoup en ligne en fait. C'est très très peu des livres, et je sais que c'est quelque chose qui se dit peut-être pas forcément facilement, parce que c'est très tendance maintenant de lire des livres de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et j'en ai lu quelques-uns, mais c'est vraiment pas un truc qui me parle forcément. Enfin, à chaque fois que je commence, j'ai lu la semaine de 4 heures, comment ça s'appelle? Non. Mais tout le monde à Chiang Mai, quand on était là-bas, tout le monde le recommandait. Et je le lisais, et à chaque page, j'étais là, non, mais c'est pas possible, mais après, il y a pas que ça. C'est un exemple de merde. Mais non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a tout le monde qui lisait ce truc. Donc voilà. Mais après, moi, un film, et ça, c'est un truc qui a absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est un documentaire que je trouve chouette, qui ne s'applique pas à notre vie, mais ça s'appelle Biggest Little Farm. Et en fait, c'est un documentaire alors c'est très américain, parce que ça prend une échelle pas possible et tout, mais c'est sur, en fait, 2 personnes qui, suite à un changement de carrière, décident, en fait, d'ouvrir une ferme et de tout faire en biodynamie, mais surtout de laisser la place à la nature. Et en fait, le film est magique. Enfin, c'est pas un film, c'est un documentaire, parce que le gars, à la base, était vidéaste. Et en fait, c'est de montrer à quel point la nature, finalement, elle s'autorégule. Ils ont des problèmes de fou. Genre, ils ont des comment on appelle ça? Des animaux, là, qui vont dans la terre, qui font des taupes. Des taupes qui leur font des trous partout. Mais en fait, le jour où il y a des inondations, en fait, eux, c'est la seule ferme de la région à pas être inondée, parce que, en fait, les taupes ont ventilé le terrain, et du coup, il n'y a pas eu d'inondation chez eux. Et après, tout d'un coup, vu qu'ils ont la biodiversité qui a grandi, il y a des chouettes qui arrivent, qui se mettent à réguler les taupes, puis après, il y a, en fait, des lynx qui débarquent. Et en fait, tu vois comment les choses, finalement, si tu les acceptes aussi, elles s'autorégulent. Donc, je dis pas qu'on veut devenir paysan, mais c'est un documentaire que j'ai trouvé hyper chouette, quoi. Ah oui, sinon, je me permets de rajouter juste un truc qui me vient à l'esprit maintenant. C'est un site internet qui a eu un énorme impact sur ma vie, je dirais. Ça s'appelait le site du zéro à l'époque. C'était un site pour apprendre à coder des sites web, et c'est devenu Open Classroom maintenant, et c'est un site où tu peux trouver des tutoriels sur tout et n'importe quoi. C'est méga bien fait. C'est le mec qui est derrière ce site est hyper inspirant. Il y a plein de podcasts de ce gars d'ailleurs qui sont hyper intéressants. C'est clairement le site internet qui a le plus gros impact sur ma vie. Alors, à Paradeplatz, qu'est-ce que je leur dirais? Franchement, beaucoup de choses. D'un côté, je mettrais une photo de où on est, je dirais ça vous dirait pas d'être là. Mais non, après, plus sérieusement, je m'étais dit une citation peut-être de Paulo Coelho qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle ». Et ça, je pense juste pour inviter les gens à peut-être revoir un peu le sens des priorités et sortir de la rat wheel, comme ils disent. La routine, ouais. Mais après, pas dit qu'ils soient tous en routine à la Paradeplatz, mais non, pas du tout. En tout cas, de un truc qui les pousse à peut-être à revoir leur mode de vie. En tout cas, je dirais que c'est intéressant de voir. En tout cas, moi, je leur mettrais bien, je sais pas, une photo imagine notre espace de travail où on a la vue sur les montagnes là, puis une photo de, je sais pas, un mec qui est en train de coder avec cette vue là, et puis à côté la photo de son après-midi où il va descendre des couloirs de poudreuse après avoir bossé sa journée de boulot, tu vois. J'ai la phrase. Je vis et je travaille là où tu pars en vacances. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est pour faire la pub de notre co-living, ça. Donc, un co-living, c'est un endroit qui accueille des gens qui
travaillent uniquement et qui peuvent donc travailler à distance et qui c'est donc en général une grande maison qui a un espace de coworking à disposition et tout ce qui est aussi par exemple nous on a une salle de conférence donc qui donne des infrastructures aux gens qui sont bonnes pour travailler donc il y a un excellent Wi-Fi aussi, ça c'est la base, mais aussi plein d'infrastructures communes qui permettent de vivre ensemble en fait. Donc on a une énorme cuisine partagée avec des espaces partagés, on a un grand salon, on a une petite salle de sport. Donc l'idée c'est d'avoir une maison cool dans un endroit qui est, en l'occurrence pour nous proche des montagnes et de la nature, parce que on s'intéresse principalement aux gens qui ont envie de travailler proche de la montagne et de la nature, mais qui leur donne toutes les infrastructures pour pouvoir bien travailler quoi. Et d'un point de vue de gérant, je dirais que nous, ce qu'on fait, alors à terme, l'idée d'un gérant de co-living, c'est de pas non plus, enfin c'est pas un boulot à plein temps en fait. Finalement, c'est comme une grande coloc où nous, on est un peu les superviseurs de tout ça. Actuellement, vu qu'on vient de lancer beaucoup de choses, la réponse, on fait beaucoup de choses. On est encore en train de faire des petits travaux à droite à gauche. On est encore en train de, enfin tout ce qui est un peu mettre en place la partie logistique et administrative. On n'est pas encore. Pour l'instant, on n'a pas de femme de ménage. On fait nous-mêmes le ménage. Enfin, il y a encore de la mise en place. Mais à terme, beaucoup moins. Mais actuellement, on est un peu hommes et femmes à tout faire. Mais du coup, pour que les gens ils puissent se faire une idée, parce que ça doit aussi un peu la journée, en fait, les gens ils bossent beaucoup. Les gens ont différents horaires de travail parce qu'on a autant des gens qui travaillent sur l'horaire américain des fois que des gens qui sont plutôt aux horaires européens. Donc on a des journées un petit peu. Il y a des gens qui sont plus libres la journée et puis qui travaillent plus le soir et inversement. Mais globalement, on organise souvent on mange du lundi au vendredi, on mange tous ensemble et c'est chaque fois quelqu'un d'autre qui cuisine pour les autres. Donc en fait, en gros, quand on est 15 dans la maison, il y a toujours des groupes de 2-3 personnes qui pour chaque jour du lundi au vendredi qui cuisinent pour les autres. Donc ça c'est un truc cool parce que tu cuisines un jour mais après le reste de la semaine c'est des gens qui cuisinent pour toi. Puis au moins ça nous donne le prétexte, c'est un prétexte en fait pour que on se voie au moins une fois par jour, qu'on passe un peu de temps ensemble pour discuter, puis ça facilite les interactions entre les gens. Puis c'est exactement ce qui se passe en fait, c'est pendant les soupers que les gens ils planifient leur semaine, ils font leur sortie, qui planifient leur programme et ça marche super bien. Et du coup après notre job c'est évidemment de faciliter un petit peu ça, de bien connaître la région pour conseiller les gens à qu'est-ce qu'ils veulent faire, d'aller faire des activités avec eux. Donc moi l'été, on est parti souvent en cabane avec des gens, on part randonner avec eux, on invite les gens à venir promener le chien avec nous autour du village parce que les nouvelles personnes ils connaissent pas encore les sentiers de randonnée autour du co-living. On organise des soirées jeux, des soirées films, des Skillshare. Donc ça veut dire que pour nous une partie importante aussi c'est de savoir qu'est-ce que les gens ils ont comme compétences dans le co-living pour leur demander de partager leurs compétences. C'est aussi quelque chose qui est intéressant dans un co-living, c'est qu'il y a plein de gens qui ont plein de compétences, puis de les amener à partager ces compétences, c'est hyper intéressant. Il y a plein de synergies qui se font. Cet été, on a eu un gars, il était dans l'IA et il a fait une présentation sur qu'est-ce que l'IA et tout. Il était passionné par ça. Et en fait, il y a une fille, elle était architecte, designer d'intérieur, et à la fin du talk, elle dit ouais, mais tu vois, enfin, ça va pas me piquer mon métier. Puis le gars, il fait ah non, mais toi, t'es au chômage dans 6 mois. Enfin, en rigolant, tu vois. Puis elle dit mais comment ça? Il a dit commencer à lui expliquer un peu les aboutissants dans l'architecture et le design d'intérieur. Puis elle était là ah non mais je vais pas fighter ça en fait, il faut que je fasse un truc. Et là ils viennent de lancer Xona.ia. En fait c'est une application pour designer d'intérieur qu'ils ont monté après avoir fait un Skillshare ici quoi. Alors c'est pas un projet, mais on sait rien. Peut-être que tu vois ça va être un gros truc. Peut-être ça va être un truc qui va bien marcher. Mais ça s'est lancé la semaine passée. Mais moi je trouve ça juste drôle de voir que finalement, c'est au début, il l'a chatouillé sur le fait qu'elle allait être au chômage et du coup, ils ont joint les forces et ils ont lancé un projet 6 mois après, quoi. Donc concrètement, c'est ça. Notre semaine, c'est une partie, c'est animer les communautés, savoir un petit peu ce qui se passe entre les gens, créer des événements. Mais sinon aussi, maintenant, on a quand même pas mal d'opérationnels encore qu'on n'a pour l'instant pas délégué à d'autres gens parce que pour l'instant, c'est le début. Donc on fait un peu tout nous-mêmes pour bien connaître tout ce qu'il faut faire et ensuite, au fur et à mesure, on délèguera. Ouais. Alors, on en a plein, pas que dans notre co-living, parce que du coup, on a été dans beaucoup d'autres co-living, donc on a vu, c'est bien loin de tous les clichés les gens, ils se disent, dans des co-living, du coup, il y a juste des développeurs, des designers, des trucs comme ça. Des formateurs en ligne. Donc, c'est vrai, il y a une partie de ça, mais en fait, c'est beaucoup plus divers que ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour des entreprises diverses et variées, qui ont juste l'opportunité de télétravailler quelques mois par année. Chez Galaxus, on a eu des... Oui, un mec de Galaxus, il venait chez nous, mais sinon, on a dans plein d'autres co-living, il y avait des gens de plein d'entreprises
diverses et variées, qui faisaient autant soit des RH, qui pouvaient faire des autres trucs complètement différents, mais qui avaient juste simplement la flexibilité de faire plusieurs mois par année de télétravail. Donc ils le faisaient autant des gens ils viennent ici en Suisse pour faire ça à la montagne, autant d'autres ils vont à Tenerife pour être plus proche de la plage, quoi. Ouais. Mais sinon au niveau du profil, franchement, le plus jeune résident, il avait 22 ans, plus âgé, il avait 53, 4 ici, mais après en co-living, on a vécu avec des gens qui avaient 75. Donc c'est marrant parce qu'en fait là on n'a pas encore eu quelqu'un de plus de 50 et quelques, mais ça fait que 4 mois qu'on est ouvert, ça va venir, quoi. Mais dans l'exemple qui je pense est assez différent de ce que les gens peuvent s'imaginer, il y avait justement un mec qui devait avoir plus que 60 ans, il était cuisinier de formation et son projet sur lequel il travaillait, c'était d'écrire un livre sur la cuisine péruvienne. Et du coup, lui, il était venu dans ce co-living là pour globalement écrire son bouquin et puis tester les recettes et puis nous faire déguster tous ces trucs. Donc ça, c'était pas mal. Ouais. C'était un bon colloque, lui. Lui, on l'a beaucoup aimé. Donc c'est beaucoup plus varié que ce que les gens ils peuvent croire. À partir du moment où tu as la flexibilité de pouvoir télétravailler, tu peux aller dans un co-living et du coup c'est très très rien que par exemple ma sœur qui est statisticienne au transport public lausannois, elle a de la flexibilité un peu dans ses horaires, du coup elle vient souvent ici et ça c'est un exemple tout bête, hein. On a une agente immobilière de Martigny qui en fait elle nous expliquait qu'elle fait des visites et du coup elle doit descendre, mais tu vois, les Odeurs c'est pas très loin, et en fait mais elle descend que 1-2 jours par semaine, pas plus. Le reste elle a aussi beaucoup d'admin et de bureaux, donc en fait si t'as envie de skier le matin, de faire tes admins d'après-midi, début de soirée, tu te cales 2 jours où tu vas faire tes visites et puis le reste tu peux être là. Donc c'est quand même plus large que juste le digital nomade pur et dur, quoi. Alors, oui. On a eu un bon exemple cette année quand même. Oui, on a eu un bon exemple. C'est-à-dire que par exemple, à l'ouverture de notre co-living, on a racheté le bâtiment le 19 avril de 2023 et depuis cette date-là, on a très très peu travaillé sur le blog, mais on avait du coup toujours nos revenus normaux qui rentraient. Même on a eu, je crois, les meilleurs revenus de l'histoire du blog pendant cet été, alors qu'on travaillait pas dessus parce que C'est un peu vexant. C'est un peu vexant quand tu commences à gagner plus que quand tu bosses pas que quand tu bosses. Non, mais c'est plutôt le fruit de ce qu'on avait fait avant qu'ils payent, mais j'avais bien compris. Mais par contre, après, il y a toujours, c'est toujours un petit peu, après tous les gens qui ont déjà des revenus passifs, ils savent que ils sont passifs que entre guillemets parce que il y a beaucoup de travail qui se cache derrière. C'est du travail en amont qui paye ses fruits plus tard, et puis tu peux jamais complètement te reposer sur tes lauriers. Donc il y a maintenant il faut qu'on s'y remette. Voilà, sinon ça va finir par baisser. Là on a eu mais c'est vrai qu'on a une activité qui nous a permis, par rapport à d'autres gens qui voudraient se lancer dans un projet comme nous on a fait, de rénover un hôtel, où ça nous a occupé jour et nuit pour ainsi dire pendant 6 mois. En fait des gens qui ont un job on va dire peut-être plus classique, en fait si tu tombes à 0 de revenus, ça te fait quand même une sacrée coupure et tu sautes un peu sans filet. Alors que nous, on avait ce filet de sécurité qu'en fait nos revenus ils ont pas bougé pendant cette période malgré le fait qu'on travaille pas du tout sur le projet du blog. Et ça c'était quand même mine de rien assez rassurant, quoi. Après, il faut pas croire qu'on gagne 200 000 francs par an avec notre blog, hein. Non, notre blog, il nous rapporte plutôt autour des, je crois, 80 000 francs par an. Ouais. C'est les revenus de notre blog, plus des produits dérivés, les ventes de bouquins, tout ça mis ensemble. Mais c'est des revenus qui sont effectivement passifs, qui ne requièrent aucun travail maintenant exactement, à part que notre site doit être en ligne, accessible avec toujours autant de trafic qu'il en a jusqu'à maintenant, quoi. Donc ça, c'est quand même assez confortable, une situation confortable à avoir, et puis avec le mode de vie qu'on a, c'est largement suffisant pour vivre. Alors on n'est pas encore fini, hein, mais l'hôtel de base, il a coûté 870 000 francs. Ouais. Donc dans un petit bled aux Odeurs, hein, donc il faut bien que les gens ils se rendent compte. Bon, c'est un gros bâtiment, hein, ça fait 600 mètres carrés. Il y a 11 chambres, plus un appart séparé avec tout un rez-de-chaussée où il y avait un ancien restaurant, un bar qu'on a tout transformé en choses différentes. Le prix d'un 3 pièces à Genève, quoi, grosso modo, quoi. Et encore. Mais après il y a les travaux quand même. C'est un bâtiment qui était ancien. Il y avait encore quelqu'un qui vivait dedans, mais il était plus exploité depuis 12 ans.
Donc on a quand même des gros travaux qui nous attendent, notamment changer toutes les fenêtres et refaire la toiture. Donc ça, c'est des gros tickets. Donc là, on parle de 500 000 francs de budget travaux, enfin 400 000 pour tout ce qui est façade, isolation, fenêtres et toiture. Puis 100 000 à l'intérieur. Et 100 000, on a fait de travaux intérieurs. Donc ça ramène le projet grosso modo à 1 350 000, tout compris. Tout compris, ouais. Donc, et puis on a par contre, du coup, on n'a pas encore touché les rénovations extérieures. Non. Ça a pris un peu de retard par rapport à nos plans initiaux, mais on a fait nous. Et la particularité, c'est qu'on a tout fait nous-mêmes à l'intérieur, donc presque à quelques détails près, on a fait tout nous-mêmes avec des gens qui sont venus nous aider pendant tout l'été. Et c'est pour ça qu'on a pu rénover un bâtiment de 600 mètres carrés à l'intérieur avec moins de 100 000 francs de budget. C'est ça. Et qu'est-ce que c'était? Prix total, tout fini. Bon, ça, on a dit, c'est pas encore fini, mais ouais, ce serait 1 000. Je pense qu'on a budgétisé 1 350 000 avec l'achat plus tous les travaux. Après, il y aura des subsides parce que vu que la rénovation, ça, en Suisse, en tout cas, il y a quand même des subsides qui sont là. Mais après, on s'attend pas non plus à énorme parce que ce sera peut-être de l'ordre de 40-50 000 francs de subsides. Mais c'est de l'argent, on n'est pas trop sûr du montant, mais ça permettra juste de rembourser l'hypothèque le jour. Ça mettra du temps à arriver. C'est toujours des trucs où tu poses le dossier. Et après, faut pas compter dessus comme de l'argent cash que t'as dans ta poche, mais plutôt comme un truc que tu récupères. En fait, on n'avait pas trop compté sur cet argent-là, ouais. Et aussi, c'est du fait que notre bâtiment, il est dans un centre de village protégé. Il est au Val d'Airain, donc le petit village des Odères, c'est un village qui est protégé. Donc, quand tu fais des rénovations de toiture, par exemple, tu dois faire des toitures en pierre. Il y a des problématiques avec les panneaux solaires, tout ce qui est sur la façade, l'aspect de la façade, c'est assez réglementé. Donc, les subsides, on sait pas exactement encore ce qu'on va toucher, mais on est en train de travailler sur le dossier. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Donc, on sait pas exactement où on se situera. Mais bon, on avait demandé des devis bien avant de monter tout le budget. Oui. Donc, on savait plus ou moins combien ça coûterait de faire les rénovations. Et on a fait le budget en conséquence, en fait. Et l'hypothèque de la banque, elle compte ces travaux-là aussi, quoi. En fait, on a fait une hypothèque sur le montant total et non sur le montant d'achat, en fait. Donc, exactement. Tout a été calculé comme ça. Et on a eu une hypothèque sur le business, hein. Donc voilà, c'est. Ouais. C'est extrêmement dur à chiffrer. Alors, je sais nous, on a dépensé environ 100 000 francs pour les travaux intérieurs. On n'a pas fait faire de devis pour tout, tu vois. Mais par exemple, la peinture, t'as les tarifs au mètre carré de peintre. Je pense qu'on a facilement économisé 30 000 francs de peintre déjà, tu vois, parce que tu as 600 mètres carrés de surface à peindre. Là, nous, on a acheté de la bonne peinture de qualité. Mais on a dépensé 2000 francs, quoi. Donc là, tu vois déjà un peu. Je pense que ça peut facilement aller chercher dans les 50 000 francs. Ah ouais, bon après, ça allait encore plus, la pose des parquets. Il y avait, 150 mètres carrés de parquet à poser. Du coup, on a tout posé nous-mêmes. Hein. Moi j'ai fait la cuisine, alors ça va. On se partage les tâches, hein. Non, mais oui. Mais voilà. Donc oui, non, clairement, c'est quand même des économies assez substantielles parce que surtout aussi que tu choisis tous tes matériaux. Quand tu vas acheter en direct, tu payes aussi moins cher. Enfin, je pense qu'il y a facilement 100 000 francs d'économie, en fait, si tu mets tout bout à bout. Après, il faut aussi voir le truc comme quoi, pour nous, un projet comme ça, c'est un projet de vie. C'est pas du tout un investissement financier. C'est un projet, le co-living, c'est un mode de vie qui nous intéresse. Personnellement, c'est un truc qu'on kiffe. On aime vivre dans des co-living et du coup, apprendre à faire ces choses par nous-mêmes, c'est important parce que sur le long terme, c'est toutes des choses qu'on économisera à l'avenir. Parce que nous, on n'a les deux, hein, on n'est pas des bricoleurs de base, on savait faire rien du tout de nos mains. Non. Donc maintenant, oui, on a pas mal appris. Mais du coup, c'était important qu'on s'y mette parce que on est obligé de savoir bricoler quand on rachète une vieille baraque comme ça. Il fallait absolument qu'on s'améliore de ce point de vue-là. Je te coupe juste sur un truc, c'est que tu as dit c'est pas un investissement financier. Alors c'est un gros investissement financier. C'est pas un placement financier. C'est pas la même chose. Ouais, ok, je me suis mal exprimé. C'est pas dans un but de rendement. C'est un investissement, mais c'est pas un placement. C'est un peu différent. Mais oui, mais sur le long terme, on est obligé d'apprendre à rénover. Oui. Sinon, on s'en sort pas. Si tu dois à chaque fois appeler des artisans pour le moindre petit truc qui arrive, en Suisse, c'est juste pas possible. Donc, nous, maintenant, il y a pas mal de choses sur lesquelles on est plus confortable déjà. Et je pense que d'ici une année, on sera encore plus à l'aise avec d'autres choses. Et à terme, on va faire plus ou moins tout nous-mêmes.
Moi, j'étais hallucinée. On a changé un WC complètement. Et là, tu vois, tu sais à peu près, ça te coûte quelques milliers de francs, tu vois, si tu fais faire par quelqu'un. Puis on est allé à Hornbach. Alors, t'as des WC à 90 balles. On en a pris un, pas le moins cher, mais pas non plus le haut de gamme. Et en fait, ça nous a coûté 250 francs de changer un WC. Alors, un peu d'huile de coude, un peu de vidéo YouTube. Mais en fait, ça nous a coûté 250 francs, un petit joint silicone et une cuvette, quoi. Et là, c'est là que tu vois vraiment la différence. Mais il faut oser. Parce que c'est vrai que la première fois que tu démontes un WC, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis je voulais juste rajouter aussi un truc, c'est que peut-être ça c'est la particularité de ce qu'on a fait cet été, c'est qu'on a fait des rénovations collaboratives entre guillemets, dans le sens où on a invité des gens de notre réseau de digital nomades / télétravailleurs qu'on connaissait, qui fréquentaient déjà des co-living, en leur disant ok, on achète cet hôtel, on veut le transformer en co-living dans un petit village, il y a tout ce que vous voulez faire en mode outdoor, venez nous aider, vous restez gratuitement et vous en échange vous travaillez une quinzaine d'heures par semaine pour nous aider à rénover, et puis le reste du temps vous faites ce que vous voulez, vous bossez sur vos projets et puis vous profitez de la nature. Et du coup on a eu tout l'été 10 personnes qui nous aidaient tout le temps, et ça nous a, même si ça a été pas forcément facile à gérer parce qu'il fallait superviser tout ça, donner des tâches à tout le monde. C'est pas des gens qualifiés non plus. C'est pas des gens qualifiés, mais bon, on leur a donné les tâches les plus faciles quand même. Donc mais on a avancé beaucoup plus vite que si on avait fait que les sachant que nous, on n'était pas experts non plus. Donc c'était ça aussi, des fois, on était avec des débutants, tout en étant débutants nous-mêmes. On était un peu moins débutants, mais on avait 5 vidéos YouTube d'avance, quoi. Enfin, on n'était vraiment pas des pros, quoi. Après, d'un point de vue de rénovation, il faut le dire, on a loué les services d'un coach en rénovation. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui venait, dès qu'on avait une nouvelle compétence à acquérir, on le faisait venir une journée. Il nous apprenait à plâtrer les murs. Et puis après, on savait plâtrer les murs. Même chose pour la peinture, même chose pour les parquets. Il nous faisait des listes d'achats aussi, de quelles marques de produits, quels outils on avait besoin et tout. Et ça, c'était hyper, hyper important. Ouais, donc voilà, sans ce gars-là, on s'en serait pas sorti. C'est pas un truc qui est très connu, c'est pas trop la mentalité suisse, mais en France, il y a des entreprises qui proposent ces services, et on connaissait pas ça en Suisse, mais on est tombé sur ce gars par hasard. Il est français d'ailleurs. Mais il est extraordinaire, quoi, parce que en fait, il te facture 800 francs la journée. Donc tu peux te dire mais c'est cher, mais en fait non, parce que tu te fais une économie incroyable, ça t'apprend en fait à faire toi-même, il te corrige, et surtout aussi un gain de temps incroyable quant aux achats de matos, parce que s'il faut aller comparer les 45 types de plâtre qui existent chez Hornbach, enfin tu sais pas lequel acheter, tu réfléchis pendant des heures, le gars il te dit tu prends celui-là, tu prends telle spatule, tu prends ça, tac tac. Et tu lui fais confiance. En fait, tu décides de faire confiance et il était top. Puis du coup, mis bout à bout, cet environnement-là, ça nous a permis de donner des tâches simples aux gens et qu'ils puissent les faire comme ça. La peinture, le parquet, ça c'était tout avec des volontaires. Puis les tâches plus techniques, après, on a fait avec ce gars-là où on a encore embauché un autre gars qui nous a aidé, un menuisier, pendant 2-3 semaines pour rénover complètement notre cuisine. Qui vivait sur place avec nous aussi. Et on a monté un atelier de découpe de bois ce qui est maintenant le salon. Et en fait, il faisait des ateliers pour nous apprendre à utiliser toutes ces différentes scies. En fait, il a fait du boulot, mais on a aussi beaucoup fait nous-mêmes. Il nous a beaucoup montré, corrigé, et on peut dire qu'on a fait notre cuisine nous-mêmes avec l'aide d'un menuisier. Avec l'aide d'un professionnel, ouais. C'est vraiment l'idée des chantiers collaboratifs, quoi. Et puis ça a eu un énorme impact sur le début de l'aventure du co-living, parce que tous les gens qui sont venus nous aider cet été, une partie ils sont restés, ils ont parlé du co-living partout. Puis du coup, on était plein sans avoir commencé le co-living en fait. On a ouvert en septembre et en octobre, on était déjà plein, et c'était que des gens qui venaient pas forcément de notre réseau, mais du réseau des gens qui nous avaient aidés pendant l'été. Et en fait, des gens avaient entendu parler de nous déjà avant même qu'on ouvre grâce à ça, quoi. Bon, après, je pense que ça dépend. Je vois bien, si t'es dans le mindset, t'as investi dans l'immobilier, puis tu veux, j'en sais rien, scaler ou j'en sais pas quoi, tu ferais jamais un truc comme ça. Après, c'est un projet perso où on s'investit personnellement énormément. C'est pas exactement le même niveau d'investissement. Donc, pour un projet comme ça, bien sûr, on le referait. Mais si je faisais de l'investissement divers et varié, je le ferais pas comme ça. On a un peu laissé notre forme physique et santé mentale, hein. C'était intense. À la fin, nous, on dormait plus. Enfin, on était debout à 5 heures du matin tous les jours. On était réveillés dans la cuisine à se dire non mais t'as coupé l'eau, machin, gna gna. C'était intense. Et c'était trop drôle parce que d'ailleurs la semaine passée on est passé sur la RTS dans l'émission Forum. Et en fait du coup les gens ont vu notre tête. Et on a 3 personnes qui nous ont vus au mois d'août qui ont dit mais vous avez fait quoi? Vous avez hyper rajeuni quoi. J'étais non c'est quoi, au mois d'août on dormait plus, on était à la fin des rénovations et on avait pris 10 ans je pense sur 4 mois de rénovation, mais juste parce qu'on était tellement crevés quoi. Donc là on n'a pas rajeuni, c'est juste qu'on a redormi quoi. Donc
Et puis après, niveau qualité, j'ai qu'une chose à dire. On a fait très peu de choses avec des artisans dans la maison. On a fait poser des portes anti-feu et l'électricité, on a fait avec un électricien parce qu'on voulait qu'au cas où il y ait un problème électrique, qu'on ait l'électricien du coin qui puisse venir s'en occuper et puis qui connaisse l'installation. Bah, c'est les deux seuls trucs qui sont pas bien faits dans la maison, c'est l'électricité et les portes anti-feu. Donc, c'est pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une catastrophe, mais disons que c'est des gens qui ont trop de travail, comme dans tous les métiers de la construction, et qui ont de la peine à respecter des délais, qui font les trucs peut-être un peu trop vite parce qu'ils ont le prochain truc à faire, et la qualité est pas tout forcément au rendez-vous. Ils font pas forcément les choix les meilleurs, mais les plus rapides des fois. Donc, je dirais qu'on était plus satisfait de ce qu'on a fait nous que de ce qu'on a fait avec des artisans. Ouais. C'est toi qui as les chiffres. C'est moi qui ai les chiffres, et en plus c'est un micmac un petit peu plus particulier parce qu'en fait on a le bien immobilier, comme Benoît il disait, c'était à peu près 1,3 million le projet, mais nous nos revenus sont pas énormes de base, et aussi c'est une nouvelle entreprise avec un business model qui a pas été prouvé et éprouvé. Donc en fait les banques, on a été confrontés à beaucoup de non, et en fait on a une chance qu'on avait, en fait, c'est que on avait des fonds propres déjà. On avait à peu près 500 000 francs en fonds propres, mais surtout, en fait, moi j'ai hérité d'un appartement de ma grand-maman, qui est un appartement qui se trouve dans le canton de Zurich, que j'ai hérité, qui n'avait plus d'hypothèque. Et du coup, en fait, ce qu'on a pu faire, c'est que là, en fait, on a une hypothèque de 400 000 francs sur le co-living, donc c'est vraiment pas grand-chose finalement si tu comptes avec les travaux et le truc. Mais ce qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, on a mis 450 000 francs d'hypothèque sur l'appartement de ma grand-mère, qui n'avait pas. Et ça, c'est un appartement qui est loué. Il est loué plus de 2 000 francs par mois. On a les mêmes locataires depuis plus de 3 ans. Enfin, c'est hyper stable. Donc, les banques ont accepté de nous prêter, en fait, par rapport à ce bien-là. Donc, si tu veux, techniquement, on a 820 000 d'hypothèque, mais il y a que 400 000 qui se trouvent sur le bâtiment où on est actuellement. Donc sur le business plan, comme tu disais, il y a eu pas mal de refus des banques classiques, j'ai envie de dire. Mais bon, on a eu la chance aussi, c'est qu'on était déjà client de la BAS depuis longtemps. Donc pour ceux qui connaissent pas la BAS, c'est la Banque Alternative Suisse, et qu'on est aussi, on est actionnaire de la BAS, donc on a tous nos fonds chez eux, et du coup ça nous a permis. Qu'il en reste. Non, mais c'était quand même pas rien, parce que comme tu disais, bien sûr. On avait quand même 500 000 francs à la BAS, donc et du coup ça nous permettait aussi d'avoir un contact. On était déjà clients, on a des taux préférentiels en tant qu'actionnaire de la BAS, donc c'était d'office déjà notre priorité numéro 1, c'était de pouvoir travailler avec eux, tant parce que au niveau des valeurs ça matchait, et parce que on était déjà client chez eux, donc ça facilitait clairement, et on aurait eu des taux préférentiels parce qu'on était actionnaire chez eux. Mais après, c'est vrai que ce que Fabienne a dit sur la discussion, elle aurait été encore plus compliquée à aboutir si on n'avait pas eu l'appartement de sa grand-mère, quoi. En plus, donc sinon ça, je pense que on aurait dû être encore plus convaincant sur le business model du co-living pour avoir plus de. Donc je sais pas comment ça se serait passé au final. Ils nous avaient proposé un peu plus d'hypothèques que ce qu'on a pris. On a finalement pris moins que ce qu'ils nous ont proposé sur le bâtiment. On a préféré ne pas maximiser la dette, mais plutôt de faire avec ce qu'on avait besoin. Mais après, on n'aurait pas pu aller sans l'appartement de ma grand-maman, on n'aurait pas pu aller aussi haut, quoi. Je pense pas que ça aurait été possible. Et puis, ce qu'on a aussi pas dit, on avait, dans les 500 000 francs, t'as coté la vente de l'appartement. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, on a vendu notre appartement pour pouvoir, voilà. Oui, non, c'est sûr. Donc, là, c'est un projet où on va un peu, on n'est pas all-in parce qu'on a fait nos calculs, mais on y va quand même franco, quoi. Ouais. Il y a moins de risques, en fait. Si c'est un appartement qui a un bien de rendement, en fait, il voit beaucoup moins de risques que sur un projet commercial. Après, le truc, c'est aussi ça, c'est que pour un projet commercial, donc nous on a une hypothèque sur le projet commercial qu'on crée. Ils sont vachement plus frileux. Mais c'est un autre nom, c'est pas au nom de l'entreprise. D'autant plus que c'est un espace de co-living, c'est quelque chose qui existe pratiquement pas en Suisse. Donc là, il a fallu travailler fortement sur le dossier pour être le plus convaincant possible. Mais la BAS, c'est l'une des rares banques, on a l'impression de parler avec des humains aussi. Enfin, tu sais, c'était quand même. Enfin, je sais que le gars avec qui on a parlé,
il a vraiment cru à notre projet et je sais qu'il a défendu notre projet devant ses commissions, quoi. Ouais. Bon, après, il y a différentes banques. On aurait pu, au UBS, final, on a eu bien. le oui de UBS ou le oui de la BAS. Après, on n'a pas hésité trop longtemps parce que aussi, du coup, la BAS, ils investissent que dans enfin, ils ont une ligne directrice de 9 types de projets qu'ils soutiennent. Donc, c'est très aussi, ça valide un petit peu notre projet de pouvoir travailler avec eux. Et puis, on avait des meilleurs taux parce qu'on était déjà, actionnaire de la BAS. Mais c'est vrai qu'au final, on a quand même on avait le choix, quoi. Parce que ça s'est débloqué assez tard la situation, mais à un moment, on commençait à douter un petit peu enfin, pas de la viabilité de notre projet, parce que nous, on connaît bien le milieu, on connaît le business du co-living, ça fait des années qu'on habite dans des co-living, donc on savait que ce qu'on racontait, c'était pas délirant, mais il faut convaincre, et au final, on est quand même content qu'il n'y ait pas juste une banque qui par hasard ait dit un OK, mais qu'on a eu un choix, qu'on a réussi à convaincre plus qu'un interlocuteur, c'était important quand même. Fabienne qui a les chiffres sous les yeux, elle va te dire ça. Mais j'ai pris les chiffres sous les yeux parce que voilà. Mais en fait, ça c'était l'avantage aussi d'augmenter l'hypothèque sur l'appartement, qui est un bien de rendement qui est déjà loué. C'est que on a eu des taux qui étaient un peu meilleurs sur cet appartement-là que sur notre projet commercial. Donc en fait, alors après les taux sont montés. On aurait dû acheter ça un peu plus tôt la maison. Mais nous on est parti sur un taux de 2,75 sur 7 ans pour l'appartement. Et par contre, pour le projet commercial, on est plutôt à 2,84 et à 2,98 selon les échéances. Mais en fait, on a pris 400 000 francs à 2,75 sur 7 ans pour l'appartement. Et pour le co-living, par contre, là, on a fait un mix de Saron, qui est en fait celui qu'on veut rembourser le plus vite. On a pris 100 000 francs là. Et en fait, là, il était à 2,38 quand on a signé. Je pense qu'il a dû monter un peu, mais c'est par là. Parce que BS, c'est pas exactement Saron. Ils ont un taux fixe, enfin, c'est un taux variable, mais qui est fixe. C'est un peu un micmac qu'ils ont à l'interne. Et après, on a pris des taux fixes sur 3, 4 et 7 ans. Parce que par rapport à nos plans financiers, c'était ce qu'on s'était dit que, idéalement, le 3-4, c'en est de ceux que peut-être on se verrait rembourser. Et par contre, les 7, donc autant l'appartement que ici, c'est ceux qu'on va probablement garder. C'est simplement par rapport à ce qu'on a à la BAS, qui a investi à la BAS, donc on a des obligations qui sont à échéance de 6 et 8 ans, de quand c'est qu'on pourra rembourser ces trucs-là. On a aussi d'autres investissements à la BAS, et en fonction du temps où l'argent est bloqué, on a fait des échéances sur lesquelles on pouvait rembourser plus ou moins. Mais après, on est probablement pas des experts, tu vois, en optimisation de tout ça. Enfin, nous, clairement, on sait qu'on va garder un peu de dette parce que, de toute façon, on pourra pas rembourser tout, puis c'est aussi de notre intérêt. Mais on cherche pas forcément à maximiser. On a quand même envie de rembourser une partie maintenant, et puis, voilà. C'est un peu l'idée qu'on en a. Mais après, je crois que les taux, ils sont, après, je sais pas, on n'est pas non plus des, mais il me semble que, enfin, en tout cas, par rapport à ce que c'était, c'est pas dramatique. Et puis, si on n'arrive pas à encaisser ce genre de truc avec notre projet, c'est que notre projet, il a un souci. Viable, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc voilà. Alors, il y aura des variations par rapport à ça, mais ce que je peux déjà dire, c'est que actuellement, c'est à peu près de charges fixes dans le sens où ce qu'on avait fait les calculs au cas où, tu vois, imagine, le projet est un désastre et en fait, on n'a aucun client. Qu'est-ce que ça nous coûte? Et ben là, on est environ à 3 500 francs. Et ça, mais ça, c'est compté où t'as pas de client parce que du coup, tu chauffes pas à 21 toutes tes pièces non plus. Enfin, tu vois, t'as juste, mais t'as les intérêts hypothécaires qui sont d'environ 1000 francs par mois. Puis après, t'as la taxe de promotion touristique, t'as un peu quelques impôts, enfin des choses comme ça, mais on est de l'ordre de même un peu moins en fait. Si tu considères qu'on chauffe pas tout le bâtiment, si on est vide, on est même à moins que ça. Après, dans un scénario où on est plein, là, on serait plutôt proche des 4-5 000 francs parce que là aussi, il y a quand même, je sais pas, les sacs poubelles taxés, tous ces trucs. Il y a quand même un peu plus de charges incompressibles par rapport à ça. Oui, parce que aussi on offre, dans le co-living, on offre le café, toujours l'huile, c'est tous les produits de base de la cuisine. C'est des choses qui doivent être remplies, mais quand il y a 15 personnes dans la maison, ça va vite. Hein. Donc tous ces trucs-là, ça augmente un petit peu, mais ouais, entre 3 et 5 000 francs. Entre 3 et 5 000, ouais. Mais du coup, ouais. Du coup, ça aussi, c'est un truc qui nous rassurait parce que on savait qu'on avait les reins suffisamment solides pour gérer si le co-living était vide et que ça marchait pas du tout, on savait qu'on arrivait à gérer. On mange des pâtes et on survit dans notre bâtiment de 600 mètres carrés tout seul, quoi. Voilà. Non, mais c'est... c'est ça. Donc, parce que du coup, on a vu qu'on a vendu notre appart à Morgin, on avait parce que, ouais, c'est quoi, finalement, maintenant, on habite là, on a notre propre appartement dans le co-living, on a une sorte de petit appartement séparé. Donc, ça, c'est compté dans les charges d'entreprise, ouais. Oui. Et c'est vrai qu'avant, notre
notre appartement dont on était propriétaire, il nous coûtait à peu près 1 300 par mois, tu vois, genre si tu comptes toutes les charges annexes et tout ça. Donc oui, bien évidemment, maintenant le projet nous coûte 3 000, c'est plus, mais on n'a plus les 1 300 d'avant. Donc en fait, finalement, on dépense que 1 700 de plus pour avoir multiplié par 20 la surface habitable, quoi. Bah nous c'est vraiment le fait de nous poser et de faire les maths, tu vois. Moi après moi j'adore les chiffres et les tableaux Excel, mais j'ai fait plein de scénarios, tu vois, genre le scénario catastrophe, le scénario pessimiste, le scénario pseudo-réaliste, le scénario positif. Et en fait je me suis rendu compte même dans le catastrophe, bah en fait nos revenus nous faisaient manger, quoi. Donc ça pouvait pas vraiment aller de travers, quoi. Ça nous a beaucoup rassurés. Enfin moi j'avais un peu besoin de ça aussi pour me dire non, mais puis en plus on croyait au projet, donc on savait que on serait probablement jamais dans le catastrophe, quoi. Non, non. Du coup, là, on est plutôt même dans le scénario plus optimiste que ça. Peut pas tellement être. Non, on n'est pas là tous, on est plein jusqu'au mois de mars, on est déjà plein. Donc on avait tablé sur des taux d'occupation de 30, 40, 50% la première année, et là janvier, février, mars, on est à 100% d'occupation, on a même plus un lit disponible, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien, c'est bien. Ouais, ça se passe bien, on est vraiment content. Non, mais ouais, je regardais avant ce qu'on avait fait comme prévision. Donc ça va être totalement réaliste parce que on a aussi, il faut compter on ferme par exemple au mois d'avril-mai, hein, on va fermer un mois pour rénover le sous-sol du bâtiment pour créer une salle de sport par exemple. Donc du coup on ferme un mois là, donc c'est un mois où ce sera complètement vide et on n'aura pas de rentrée là. Mais du coup en tablant entre 60 et 80% d'occupation, on pensait générer 120 à 150 000 francs de chiffre d'affaires. Donc c'est pas de loin pas un $1 million business comme on dit, mais par contre ça tourne largement. Et par contre la question de bénéfice, celle-là elle est plus difficile à répondre pour nous parce que en fait pour l'instant, on vise pas du tout de bénéfices parce que vu que c'est une ancienne bâtisse, en fait, pour l'instant, on réinvestit absolument tout parce que en fait, là, on va faire une salle de sport, après, on va changer nos fenêtres, on va faire notre toiture. Il y a un moment, ça va générer du bénéfice, bien évidemment, mais là, à l'heure actuelle, 2025. En fait, en 2025, on fait tous nos gros travaux, et à partir du moment où ça, ce sera fait, bah là, on va pouvoir commencer à avoir du bénéfice. Mais jusqu'à là, en fait, on réinjecte absolument tout parce que c'est même pas la. Enfin, après, c'est ça aussi ce qu'on discutait avant par rapport aux revenus entre guillemets passifs et tout. Nous, on a réduit nos charges par rapport à avant, parce qu'avant, on avait un appartement qui nous coûtait 1 300 par mois. Là, on vit entre guillemets gratuitement parce que ça fait partie du business. Donc en fait, nos revenus passifs sont amplement suffisants pour nous permettre de vivre correctement. Donc on n'a pas forcément besoin de se payer un salaire ou de prendre dans le bénéfice de l'entreprise. Puis il faut le voir aussi, les rénovations, par exemple, là, créer la salle de sport dans le sous-sol, c'est comme si toi, chez toi, tu te fais une salle de sport, hein. Moi, je me fais un investissement, il est pour tout le monde, pour le co-living, mais il est aussi pour moi, quoi. Donc, avoir mon petit mur de grimpe perso, c'est un plaisir aussi. Ouais, parce qu'on met un mur de grimpe dans notre cave. Donc, mais ça, c'est aussi, après, il y a le côté perso qu'on aime bien l'escalade et tout, mais il y a aussi le côté que, bah, en fait, en hors saison, en montagne, la montagne est connue pour être désertée en hors saison. Mais en fait, la grimpe, c'est un sport qui est idéal au printemps et à l'automne, qui sont les basses saisons de la montagne. Et en fait, si tu peux proposer à tes résidents d'avoir une salle de grimpe en intérieur, bah c'est un élément marketing qui est quand même hyper fort aussi, et du coup, t'attires plus de monde aussi. Après, c'est aussi très perso. On aime la grimpe, on voulait une salle dans la. On sera le seul co-living au monde à avoir un mur de grimpe dans la cave. Hein. Voilà. Non, elle est pas haute. C'est ce qu'on appelle un mur de bloc. Ça fait, la cave en bas, elle fait 2,50, ouais, je crois. Et, mais par contre, c'est un mur que tu peux incliner de l'angle que tu veux. Et, une poulie, ouais, pour le bouger. Et puis du coup, en fait, tu augmentes la difficulté en fonction de l'inclinaison du truc. Et en fait, tu fais que quelques moves. Tu fais pas. C'est vraiment pour s'entraîner sur les difficultés techniques. Et en fait, c'est marrant parce que la grimpe en salle, c'est un sport qui explose en ce moment. Et le bloc, c'est une des disciplines de la grimpe en salle, ça explose aussi. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est comme un puzzle à résoudre avec. Ouais, tu te mets à plusieurs, tu réfléchis. Ouais. Et c'est un truc qui va être trop cool. Je pense qu'il y a personne qui se dit comment les blogueurs ils gagnent leur vie. Et puis la plupart des gens ils se disent ok je pense qu'ils doivent être payés pour voyager, donc voyage de presse, des sponsoring et tout ça. Tandis que nous effectivement ça c'est aussi un truc qu'on n'a pas parlé, c'est l'état d'esprit, c'est pas du tout en accord avec nos valeurs de faire ce genre de choses. Donc du coup on fait pratiquement que de l'affiliation.
Et bon, ça, je pense que les On n'a jamais de lecteurs, placement de produit, quoi. On fait pas de placement de lien ou de produit, quoi. on n'a pas de placement de produit. Donc, principale source de revenus de notre blog, c'est l'affiliation. Donc, je pense que les gens qui te lisent ou qui t'écoutent, ils savent ce que c'est l'affiliation. Et du coup, on travaille avec quelques entreprises qui font sens à nos yeux et avec desquelles on utilise leurs produits. Donc, je te parle par exemple d'All Trails. C'est une application de randonnée, et notre blog, il se transforme de plus en plus en blog de randonnée plus que blog de voyage. Donc, on leur envoie quand même une masse de trafic assez importante et du coup, c'est un partenariat qui nous génère quand même pas mal d'argent, mais ce qui nous convient bien parce que c'est un produit qu'on utilise depuis 10 ans. Même chose avec 2-3 autres Snow partenaires. Leader, c'est un bon exemple aussi. C'est une marque avec qui on bosse maintenant depuis quelques temps. Nous-mêmes, là, quand on a acheté notre matos de ski pour la saison au co-living, on avait passé par eux, quoi. Mais puis là, c'est du matos qu'on achète, mais on passe par eux parce que c'est un site qu'on trouve vraiment pratique et bien. Oui, tout ce qui est matos technique, c'est une chouette entreprise qui est basée en Savoie, juste à côté. Donc, on se connaît personnellement. C'est aussi avec des gens avec qui on a une vraie relation de travail qui est chouette. Donc, ça, c'est des façons de travailler qui nous plaisent beaucoup. Et puis sinon, à part l'affiliation, on a les livres, ouais. Les livres, on bosse, on a 3 livres qui sont sortis aux éditions Helvétiques, et après on a 3 e-books qu'on a auto-publiés purement en ligne. Aux éditions Helvétiques, on a la chance d'avoir des livres qui se vendent relativement bien. Et donc là, c'est à peu près 20 000 francs par an de droits d'auteur jusqu'à maintenant. Donc après quand de vivre en tant qu'auteur, je pense que c'est très compliqué, mais quand c'est un complément, ça devient un complément qui est très intéressant par contre. Ouais, c'est plus négligeable. C'est plus négligeable. Après les e-books, c'est quelques milliers de francs par an. Je crois que cette année on arrive à 10 000 francs d'e-book. Donc c'est pas rien non plus. Mais en fait, nous on n'a pas grande source de revenus, tu sais, où c'est genre waouh. En fait, c'est plein de petits qui sont pas énormes, mais qu'une fois que tu les mets bout à bout, tu te dis ah ouais, en fait on peut en vivre, et même en Suisse, quoi. Ce qui est bien, pas à la Parade des Places. Ce qui fait que notre source de revenus, elle est assez diverse, et du coup on est moins sujet aux fluctuations de plein de choses. Pendant le Covid, pendant le Covid, on a survécu grâce aux livres, quoi. C'était intéressant parce que nos revenus, tu vois, d'hôtels, par exemple, de partenariats avec des hôtels, ça a chuté même pas à zéro. Tu vois, on n'avait plus rien. Par contre, la vente de nos livres qui parlaient de randonnée en France, ceux-là, ils ont monté. Et du coup, c'est vrai que notre revenu, il a pas été grandement impacté par le Covid, ce qui était quand même assez surprenant. Un petit peu quand même. Ouais, mais vraiment, c'était très très peu. Pour dire qu'on a un business dans le monde du voyage, et que le monde du voyage, il a pris tellement cher pendant la pandémie, nous, clairement, on s'en est bien sortis, quoi. Oui, il y a aussi, du coup, la randonnée, elle a explosé pendant le Covid. Toute la partie randonnée de notre site, elle a énormément explosé aussi. Donc, ça a compensé un petit peu. Donc, ouais, la clé, c'est toujours la même chose. Faut diversifier. Très peu. En fait, on a un business plan où on s'est fixé un peu des objectifs, mais on s'est vraiment pas fixé des objectifs très élevés avec le co-living, parce que c'est une SARL, et s'il y a du résultat en plus, on pourra se payer un salaire. Mais à moyen terme, on s'était prévu entre guillemets que le co-living nous rapporterait 2000 ou 2500 francs par mois, tu vois, de revenus supplémentaires, mais sachant qu'on en a même pas vraiment besoin, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est de l'argent qu'on va automatiquement réinvestir pour le projet ou pour ça, mais c'est dur à le voir un peu. Aussi, on n'aurait pas peur de sacrifier ses revenus supplémentaires pour ça. On pourra en reparler après, mais c'est quelque chose qui à terme, on le voit, le co-living, on va essayer l'idée, c'est pas de se retirer complètement, mais il faut que le co-living il puisse se rendre indispensable. Voilà, il faut pas qu'on soit les gens indispensables dans le co-living. Donc il faut qu'on puisse embaucher un manager qui puisse gérer le co-living à notre place. Ça, c'est important que on crée les process dans le co-living pour que le co-living il soit indépendant de notre présence à un certain point, ce qui est pas du tout encore le cas, mais qui le sera à terme. Et ça, c'est vraiment un de nos objectifs. Et c'est là qu'on a réfléchi à un salaire où on s'était dit, tu vois, quelqu'un d'international, si tu lui dis, tu peux venir en Suisse, tu loges gratuitement, t'as un appartement de fonction, quel salaire, tu vois, correspondrait grosso modo, si tu lui dis, tu bosses 20-25 heures par semaine, tu reçois 2500 francs, et t'as un logement gratos à la montagne, je pense que plus d'une personne sera motivée, tu vois. Beaucoup de gens, ouais. Donc on aura du monde motivé, donc c'est pour ça, c'est un peu le montant qu'on s'était dit, voilà, on va mettre ça un peu de côté, mais après c'est vraiment
pas un objectif vraiment de rentabilité pure et dure. Parce que vraiment, on veut... 2500 francs par mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais dans un début, c'est tout des montants, c'est 25-30 000 francs par an qu'on va réinvestir plutôt, justement, on va mettre un mur de grain, pas plus de 10 000 balles dans notre cave. Ça fait partie de ce genre de montants que maintenant, c'est ce qu'on va faire, quoi. Mais oui, donc on n'a pas encore fait des calculs très précis, mais si le co-living il est plein, c'est largement rentable. On avait aussi fait nos calculs qu'à partir de, enfin tu vois, on va bientôt embaucher une femme de ménage à un certain point pour que ça sorte de nos tâches. Ça c'est clairement des choses qu'on peut se permettre à partir du moment où le co-living il est plus que 50% plein. Ça on peut directement avoir plus de staff parce que pour l'instant on fonctionne avec un système de volontaires. Donc c'est des gens qui sont dans une période de leur vie où ils sont plus qui cherchent, souvent c'est des gens qui sont en train de lancer leur business, de se mettre à leur compte, qui sont dans une période de leur vie où ils essayent d'économiser de l'argent sur le logement. Puis du coup ils viennent, ils nous aident 15 heures par semaine et puis le reste du temps ils font ce qu'ils veulent et puis ils nous aident sur les tâches ménagères et la création de la communauté dans les volontaires, ils ont un truc 50-50 où en fait ils font 6-7 heures de ménage et 6-7 heures par contre ils génèrent genre les soirées jeux, nous on peut en organiser souvent, mais ça nous libère aussi de se dire que t'as quelqu'un d'autre dans la maison qui dit mardi c'est soirée jeu, tout le monde paf paf paf. Si on a envie de participer, Benoît et moi, on va se mettre à table, on participe. Mais si on a envie de se poser tranquille, on peut y aller parce qu'en fait il y a quelqu'un qui est en charge de faire ça. Donc ça c'est le modèle qu'on a jusqu'à maintenant, quoi. Mais après ça c'est des modèles qu'on connaissait déjà vu qu'on avait déjà été dans plein de co-living, donc. Ouais, je pense que pour nous, ça a vraiment été une transition dans nos envies. Tu vois, au début, on avait vraiment envie de bouger tout le temps, de voir plein de trucs. Et on voyageait vite. Et on s'est rendu compte, après, je sais pas, peut-être une première année, on s'est dit, mais en fait, on pourrait se poser un mois par-ci, un mois par-là. Puis tout d'un coup, c'est devenu 2 mois. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait aussi plaisir à être plus longtemps à des endroits, jusqu'à arriver au stade où, en fait, vraiment, genre, la montagne nous manquait énormément, et parce qu'on passait pas assez de temps à notre goût en montagne, quoi. Et mais après c'est là qu'atterrit la question du sens de ce que tu fais dans ta vie, quoi. Globalement, il y a clairement ça, plus que le côté qu'on aime vivre en montagne, tout ça, les co-living, ça nous plaisait aussi. C'était des points importants, mais je pense que le Covid a joué un rôle qui était important dans le sens où au début du Covid, il faut bien imaginer que le trafic de notre blog, par exemple, du coup, il a pris cher, quoi. Personne voyageait, tout d'un coup, on a eu moins 60% de trafic sur le blog. Les gens, ils avaient plus du tout la tête à voyager. D'ailleurs, tout le monde s'en foutait de ça. Du coup, tu te disais quand même qu'un virus comme ça remettait en fait l'église dans le milieu du village et puis ça remettait les priorités des gens à d'autres endroits. Puis c'est là que tu vois que nous, en tout cas, on a ressenti que ce qu'on faisait contribuait pas monstre à fond au bon fonctionnement du monde, quoi. Mais c'est pas que du coup il y a eu quand même un petit moment, on a eu une grosse perte de motivation dans ce qu'on faisait, même si on a toujours attaché beaucoup d'importance à l'éthique dans notre travail, à partager notre passion, mais on a bien vu à ce moment-là que c'était pas ce qui était le plus important, et là ça a clairement, notre motivation sur le blog, elle en a pris un petit coup, même si on a continué à beaucoup bosser pendant la période du Covid sur le site. C'était pas, il y a un truc qui était un petit peu cassé, quoi. On était moins motivé qu'avant et on avait vraiment besoin de se lancer dans un nouveau projet qui avait plus de sens à nos yeux. Et ça, c'est là que le déclic, du coup, quand je te parlais qu'on a été en Galice, ça c'était pendant la deuxième partie du Covid, et puis qu'on a vu vraiment ce qu'ils faisaient dans ce co-living là. C'est ça qui nous a motivés, parce qu'on n'aurait jamais créé un co-living pour créer un co-living, genre juste pour avoir même si ça nous plaît de vivre dans un co-living, notre but c'est pas de créer un co-living pour que ce soit notre business et puis que on puisse vivre de ça. L'idée c'était plutôt de créer un co-living dans un petit village. Enfin, on a vraiment choisi l'endroit pour maximiser l'impact qu'on peut apporter localement via notre co-living, quoi. Un co-living dans un bled comme le nôtre, c'est 15 personnes sur un village de 300 habitants qui consomment dans les commerces du coin. C'est qui vont au resto, qui font des activités. Exactement. Donc rien de
du fait de créer le co-living, ça a déjà un impact. Ensuite, on a plein d'idées de projets sur lesquels on va travailler dans le futur. On bosse déjà dessus. Qu'on bosse déjà, de projets à valeur ajoutée pour le village où on est, qui vont être chouettes parce que là, on est en train de travailler avec la commune sur un espace de coworking public dans le village, avec l'idée que nos résidents, ils aillent dans ce coworking space-là, puis que les gens du village, ils y aillent aussi. Et les gens en résidence secondaire, et les gens des vacanciers, que ça crée un peu un lieu de... Ouais, je pense qu'on appellera du coup pas ça coworking, on appellera ça maison de village. Maison de village ou maison de commune, enfin j'en sais rien, un truc comme ça différent, mais où les gens ils peuvent interagir pas chez eux, mais dans un tiers-lieu entre guillemets, même si tiers-lieu c'est un côté, je sais pas, c'est une connotation un peu bizarre, mais dans un endroit où des gens peuvent se rencontrer, puis il y a des choses qui peuvent se créer. Ça c'est un truc qu'on a déjà réfléchi depuis longtemps. Et ce genre de projet requiert d'être sédentaire. Et en fait, ça, c'est vraiment une réalisation à laquelle en tout cas, moi, personnellement, je suis arrivée. C'est que de bouger tout le temps, c'est super pour ton développement, on va dire, personnel, pour toi. Par contre, à partir du moment où tu as envie de créer des vrais liens et aussi de développer des choses et de créer des projets, les choses, elles prennent du temps. Et en fait, tu peux pas arriver dans un endroit et te dire, je vais investir à fond pendant 3 mois et puis je vais changer le cours des choses dans ce village. Non, en fait, les choses prennent du temps, il faut te faire ton réseau et ça implique d'être quand même un peu plus sédentaire. Et c'est un compromis qu'on était peut-être pas prêt à faire il y a quelques années, mais que maintenant, clairement, pour nous, c'est une évidence que ma foi, si ça veut dire qu'on voyage un peu moins, c'est pas grave, parce que le jeu en vaut la chandelle pour les choses qu'on ambitionne de faire maintenant. Non, maintenant, les récompenses qu'on a, c'est ça. Enfin, pour l'instant, les récompenses, c'est la satisfaction des gens qui viennent dans le co-living, ça c'est déjà bien. Mais avoir la possibilité de travailler sur des projets comme ça c'est qu'un exemple des idées qu'on a de choses qu'on peut créer dans ce petit village ou dans cette commune. Et c'est des choses qui sont vraiment qui sont valorisantes et puis qui nous motivent à nous lever tous les jours à bosser sur des trucs comme ça quoi. Et ça c'est hyper important à nos yeux et c'est clairement une des motivations principales qui nous a poussé à nous lancer dans ce projet. D'ailleurs, le truc pour choisir l'endroit dans lequel on a implanté notre co-living, avant même de même acheter le bâtiment ou de regarder les offres dans un endroit, on allait rencontrer les présidents des communes pour être certain qu'il y avait un intérêt à travailler avec nous, parce qu'on savait qu'à terme, on devrait travailler avec les autorités locales pour pouvoir développer des projets, puis on s'implanterait jamais dans un endroit où les gens ils s'intéresseraient pas à ce qu'on veut créer, parce que on saurait que sinon on n'aurait que des bâtons dans les roues, puis qu'on n'arriverait pas à créer des choses. Donc ça, c'était tout de suite dans notre état d'esprit, c'était dès le début, quoi. Et même, je pense que si on voyage moins, après, on rigolait un peu avec ça, mais on disait, tu vois, un petit village comme ici, on serait peut-être pas forcément venu s'y installer que les deux, parce que c'est pas évident, tu vois, non plus. C'est très petit. Enfin, il y a 5 grandes familles qui sont là depuis toujours. Mais le fait d'arriver avec un co-living, c'est assez cool parce que, en fait, on a quand même un réseau. On voyage aussi grâce aux gens qui sont là. C'est hyper, mais ça nous aide aussi à l'intégration. Et je pense qu'on a vraiment trouvé maintenant un bon équilibre. En tout cas, on est en train de se le créer entre les locaux, nos co-livers, dans nos activités outdoor, dans tout ça. Et je pense qu'on a un bon équilibre maintenant. Ouais, c'est vrai qu'à la baraque, on a les co-livers, donc c'est cool. On a des gens multiculturels qui ont des jobs super inspirants. Donc les discussions, les Skillshare, tout ça, le soir, c'est hyper cool à la baraque. Puis en même temps, on participe à la vie locale en étant en allant dans les événements du coin, en essayant de créer nos propres petits projets. Et du coup, c'est un chouette équilibre, quoi. Je pense que notre vision du truc au début, elle est en train plus ou moins de prendre forme. On a créé une ligue féminine au bras de fer, au tournoi de bras de fer du village. Ils faisaient un tournoi de bras de fer au 1er août, puis c'est un truc de bonhomme, quoi. Puis en fait, nous on est arrivés, on était un groupe de nanettes du co-living, on était là-bas, la ligue féminine, c'est par où? Il dit non, on n'a pas ça, on a une nana qui participe, elle explose les gaillards, donc non, quoi. Puis on était là, ouais, non, mais attends, on est chaud, on est plusieurs, et en fait, du coup, ils ont créé une petite ligue, et c'est drôle, parce que vu qu'on était 6, du coup, les nanas du village, elles se sont dit, mais en fait, il y a une compétition filles, ça peut être drôle. Et du coup, on avait, finalement, il y avait 14 nanas qui étaient inscrites au tournoi et tout. Et c'est drôle parce que ça a commencé par une Irlandaise, une Suisse, une Française, une Allemande qui se sont dit, vas-y, ça va être trop drôle de se battre au bras de fer contre les bonhommes fromagers et bûcherons du village, quoi. Mais ça part de rien, quoi. Et je pense que l'année prochaine, il y aura une ligue féminine de base, quoi. Oh, on espère. Mais du coup, c'est rigolo, c'est anecdotique, hein, mais c'est rigolo de... Après, c'est que le début de l'aventure, ouais. Il y a encore tout qui est à faire, hein. De base, ce qui nous a motivés et animés depuis plus de 10 ans maintenant, c'est quand même la passion du voyage.
Donc, même si maintenant on s'est sédentarisé, c'est pas quelque chose qui nous a quittés du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on est d'accord de mettre de côté pour un temps donné, mais à terme, clairement, on se voit confier le co-living. Alors pas forcément à un locataire, je pense que ce sera plutôt une forme de gérant, parce qu'il y a quand même un peu plus de structure que dans une coloc, donc il faut quand même un sens un peu de responsabilité, donc il y aura un salaire, enfin ce sera plutôt un gérant, mais l'idée ce serait clairement de pouvoir déléguer. Mais après, il faut bien comprendre l'état d'esprit, enfin en tout cas notre état d'esprit pour créer un co-living. On le voit pas du tout comme uniquement notre projet. Un co-living, c'est une base qui permet d'accueillir des gens qui ont des projets divers et variés, de les faire se rencontrer, et puis qui peut être un endroit où beaucoup d'autres projets se créent. Donc moi, comme je le vois plus, en tout cas à l'avenir, il faut pas que nous-mêmes, en tant que personne, on soit les gens qui créent les interactions entre les gens. Il faut que ça se fasse tout seul dans le co-living et il faut qu'on crée les process pour que ça se fasse comme ça. Et on sait pas de quoi demain sera fait. Là, après même pas 6 mois, on a déjà un couple d'Irlando-Argentin ainsi qu'un Letton qui sont en train de se dire « Ah, bah peut-être que je voudrais bien mettre les papiers aux odeurs, en fait, et que je me mettrais en résidence principale, je pourrais peut-être me louer un petit appart à côté, venir au coworking. » Et en fait, on sait pas où ça va aller, tu vois. Mais s'il y a genre une dizaine de nomades qui s'installent aux odeurs, ben en fait c'est le boom ultime, tu sais, de l'objectif, dans le sens où tu augmentes la population d'un village qui a connu qu'une dépopulation depuis toujours, quoi. Et toi tu te crées une communauté, on va dire, encore plus grande et bienveillante autour de toi. Et donc l'idée de faire en sorte que le co-living il soit pas trop dépendant de nous, c'est pas uniquement pour que nous on puisse voyager, c'est parce que d'un point de vue enfin stratégique entre guillemets, il faut pas que ce soit un truc qui soit trop axé sur nous, mais qui soit pour toute la communauté. Donc nous, même de ce point de vue-là, on est même ouvert à ce qu'il y ait des gens qui veuillent s'investir dans le co-living, même d'un point de vue financier. Si on est tout d'un coup on tombait sur la bonne personne, bah moi je pense que là, par exemple, on a un mec qui est là depuis 6 mois, avec qui on s'entend méga bien. Si le gars il voulait investir financièrement dans le co-living et participer aussi du coup à la gestion, la création du projet sur un plus long terme, mais nous on serait chaud à ce que les gens comme ça ils rentrent dans le capital du projet, parce que le plus on sera au final, le plus pérenne sera le projet, je pense. Il faut pas que ce soit que nous, parce que si nous tout d'un coup dans 4 ans ou 5 ans on en a ras-le-bol du co-living, j'en sais rien, parce qu'on n'est plus à la même période de notre vie, bah il faut que le projet il nous survive, et ce sera pas il nous faut des plus jeunes aussi. Accessoirement, lui il a 10 ans de moins que nous, tu vois. Un jour on sera les vieux cons, puis tu vois, quand on aura 60 balais, puis que les jeunes de 25 ans ils voudront venir chez nous, ils seront là, mais on va pas aller chez les deux vieux, tu vois. Il y a bien un moment où on sera trop vieux pour être cool, quoi. On n'a pas besoin d'y penser complètement maintenant, mais je pense que c'est important d'avoir la vision du truc un peu comme ça, quoi. Sinon, si nous on arrête et puis que le projet il s'arrête en même temps, c'est nul, quoi. Donc je pense que il faut que le truc il marche sans nous aussi, quoi. Il y a 10 nomades qui ont acheté des appartements aux Odères. On se fait des fondus à foison avec des gens super cool. Notre co-living, il est full. Nous, on est là quand on a envie d'être là. J'ai appris à skier dans la poudreuse proprement en faisant du ski de rando. On est devenu plus outdoorsy qu'avant, mais je pense que dans 5 ans, tu vois, on sera peut-être, je te montrerai du 6C en escalade et je ferai de la peau de phoque dans des coins plus exposés. Enfin, peut-être ce sera ça. L'espace communal, il marche à fond et on arrive à faire rencontrer plein de gens de l'extérieur avec des gens du coin. Il y a plein de synergies qui se créent. Ça, c'est la vision long terme, ouais. Il y a un point on a mentionné, c'est si le business plan, enfin si le co-living il dépendait que de nous, et que tout d'un coup c'était plus un projet qui nous intéressait à terme, bah là il pourrait complètement se casser la gueule, ce qui serait débile. Mais sinon bah tu vois, le Covid ça a eu aucun impact sur les co-living. Ils étaient tous pleins pendant le Covid parce que bah du coup c'était des endroits où les gens ils étaient pas prisonniers, tous seuls, donc ils pouvaient plus partir. En plus c'était bien, c'était des clients garantis. Non mais on rigole, mais le télétravail, on a assez peu de doutes quant au fait que ça va pas s'arrêter, et je pense même que le monde de la montagne c'est un pari assez sûr sur l'avenir, et c'est d'ailleurs assez triste finalement si tu réfléchis, mais à mesure que du réchauffement climatique et tout, bah nous cet été on l'a déjà vu, quand à Sion il faisait plus de 40 degrés,
on a des gens qui nous ont écrit des mails pour savoir s'ils avaient le droit de venir travailler dans notre coworking. Ils s'appelaient, entre guillemets, des réfugiés climatiques de Sion, parce qu'en fait, ils louaient des appartes en montagne pour fuir le chaud. Donc, je pense que des gens qui vont pouvoir télétravailler, même si c'est quelques jours par semaine, il y en aura toujours, quoi. Et puis l'intelligence artificielle elle nous fait pas trop de concurrence dans un co-living, donc ça va. On est très terre à terre. Pour ces trucs-là, ouais, il y a pas trop de, enfin, en tout cas, il y a pas un truc qui me vient à l'esprit qui pourrait challenger un petit peu, parce qu'on est plus dans le social, dans les contacts humains. Donc, qu'est-ce qui pourrait, parce que là, par exemple, pour l'instant, c'est le bouche à oreille qui remplit le co-living. Donc, même si Google il nous déréférençait complètement, on serait quand même plein la même chose. C'est ça, c'est qu'en fait, au niveau de la clientèle aussi, on n'a pas besoin, tu vois, genre l'hôtellerie, souvent c'est dur dans l'hôtellerie parce qu'ils leur font un taux de remplissage de 30%, mais 30% de remplissage, ça correspond à 600, 800 clients à l'année, quoi, parce que des gens, ils font 1-2 nuits, quoi. Nous, ici, vu que les gens restent en moyenne 4 à 6 semaines, nous, à 40, 50 clients, on est plein par an. Et en fait, on n'a pas du tout la même problématique que un hôtel, par exemple. C'est vrai que si t'as 40 personnes et que tu peux avoir le luxe de dire que t'es plein à l'année, c'est pas l'effort marketing de nouveaux clients et tout, il est pas, enfin là par exemple pour cet hiver, on a déjà une liste d'attente, c'est notre premier hiver et on a une liste d'attente pour des gens qui veulent venir, quoi. Ça sera pas comme ça toute l'année, mais en tout cas en hiver. Non, mais oui, on n'a pas du tout une problématique comme les hôtels, c'est pas du tout la même chose. Je dirais que je pense que la niche du co-living c'est encore un truc très niché, plutôt on est encore un peu en avance sur ce qui va arriver de ce côté-là, et je pense qu'on a de quoi voir venir pour les années qui viennent, ouais. Alors, est-ce qu'on y a pensé? Oui. Est-ce qu'on s'apprête à le faire? Non. Alors, je pense que je veux garder une qualité de vie potable. Si j'ose même pas imaginer ce que ça peut donner d'être gérer une franchise de co-living, ça doit être un sacré taf. Hein. Surtout non. que tu t'arrêtes jamais, parce que finalement, quand tu vis dans un endroit et que tu as envie de t'investir dans ton village, en fait, nous, des projets, on en a à l'appel, on a déjà quelques-uns qui sont lancés, mais une fois que ceux-là, ils auront à peu près abouti à quelque chose ou pas, mais ils seront entre guillemets enterrés, il y en aura plein d'autres de nouveaux. Donc, je pense qu'on sera jamais au stade où on s'ennuie et où on aura besoin. Et si ça arrive, peut-être, mais... On n'est pas des scalers. Non, je pense pas. Non. Il y a plusieurs choses, mais je commence parce que rien que cette semaine, je me suis dit que j'avais fait des choses juste dans ma vie pour avoir, parce que pour résumer globalement, mercredi matin, non, on est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Mercredi, on allait à la salle de grimpe avec ceux du co-living le matin, et puis on s'est mis à bosser au début d'après-midi. Hier matin, je suis parti tout seul faire de la peau de phoque pendant 3 heures le matin, beau soleil, monstre descendre dans la poudre. Je me suis mis à bosser en début d'après-midi et je pouvais faire ça. Ce matin, même chose, avec Fabienne, on a juste été faire 3 descentes de ski parce qu'ils ont ouvert les pistes de ski aujourd'hui. Quand tu as cette flexibilité là et que actuellement tu peux la vivre comme ça, voilà, que t'as des gens qui cuisinent pour toi le soir, en plus t'as même pas besoin de t'occuper de ça. Quand on rentrait, c'était pas notre journée de cuisine, donc moi je cuisine ce soir, tu vois, mais les autres soirs, en fait, tu peux te permettre de bosser jusqu'à tard, parce qu'en fait à 20h t'as quelqu'un qui te sert à manger et puis qui fait la vaisselle. Donc en fait la dopamine, là, tu peux l'avoir dans... Cette semaine, je me suis dit que j'avais fait des bons choix dans ma vie. Ton tour. Ouais, mon tour. Moi la dopamine, j'aimerais bien dire le blog, tu vois, mais clairement en ce moment je l'ai pas. En ce moment, c'est pas la dopamine, je l'ai plus sur le côté blog. Ma dopamine, c'est dans le co-living, ça oui, dans les gens qu'on rencontre, dans les soirées qu'on fait, dans les discussions, tu sais, de canapé où tu restes jusqu'à 1h du matin à parler de plein de choses, de ses horizons, de choses comme ça, et le côté de vivre en montagne et de sport. Je rejoins quand même Benoît. Je suis moins extrême que lui, mais j'apprécie quand même aller grimper le mercredi matin et skier un vendredi matin. Mais aussi pour encore rajouter un truc, c'est de faire un truc qui a du sens, et c'est valorisant de base. Donc quand tu crois en ton projet puis que tu le fais pour une raison qui te tient à cœur, globalement t'es bien dans tes baskets, quoi.
et on est content de le faire ensemble. Oui, en plus on est les deux à le faire parce que c'est vrai que d'être à deux sur un projet c'est gold hein, parce que là pendant les rénovations cet été on a eu souvent chacun nos propres downs là, avoir une autre personne pour reprendre le lead quand il y en a un qui est mort. La semaine passée, Benoît il est parti en Angleterre une semaine pour aller assister à un workshop et on n'avait pas non plus la maison pleine machin. Mais au bout de la fin de la semaine, j'étais là, vivement qu'il rentre. Alors d'une part parce que j'étais contente de le voir, bien évidemment, mais aussi pour qu'il recommence à faire sa part, parce qu'en fait, c'est un truc où quand même, c'est bien d'être deux, quoi. Tu te rends vraiment compte quand on a un des deux qui est parti pour quelques jours, quoi. Il y a un vrai équilibre qui s'est créé entre nous, quoi. Non, on a cette chance-là, ouais. Truc qui te vient à l'esprit? Ouais, j'en ai un, ouais. Okay, toi aussi? Vas-y. Ouais. Notre temps à nous. Ah ouais. On est déjà quand on s'est mis à notre compte, on a commencé on était à Chiang Mai et en fait on attendait que même jusqu'à 16h qu'il y en a un des deux qui meurt de faim pour aller chercher du takeaway de nourriture parce qu'on était tellement absorbés par notre boulot qu'on oubliait de manger et qu'il y en avait un des deux tout à coup il craquait, il allait acheter un takeaway pour nourrir l'autre. Et encore maintenant, là par exemple, on s'est fixé dans le milieu du co-living de se dire tous les dimanches c'est notre journée off et en fait, on essaie de rester que les deux et de se faire une soirée. On a décidé ça, je crois, le début octobre. On en a fait 2. On est très très nuls en fait pour réussir à garder du temps pour nous. Ou bah même quand on est là, on a pris 10 jours de vacances. On ferme le co-living pendant 10 jours. On a déjà une liste longue comme le bras de rénovation, de trucs qu'on veut faire sur le blog, de machin, de l'admin qu'on doit faire, la compta. Et en fait, dans nos vacances, on est très très mauvais pour se garder du temps pour nous. En fait, c'est le problème de bosser sur des projets passion. C'est un peu ça. Du coup, tu t'arrêtes jamais, quoi. Puis du coup, l'équilibre, ouais, t'es jamais complètement arrêté, quoi. Et du coup, quand t'as une vie de couple et tout, je dirais que c'était plus facile quand on avait que le blog qu'encore maintenant qu'on a le co-living en plus. Donc en fait, gamins, je pense qu'on s'est rajouté une difficulté en plus là dans ça. Et ça, je me rappelle, on l'avait déjà au début. Hein, donc ouais. ça, c'est vraiment un défi on essaie de s'améliorer. Je pense qu'on s'est quand même un peu amélioré parce que moi j'étais non-stop. Et ça fait 18 ans qu'on est ensemble, donc enfin la preuve est que ça marche. Non, mais au début, je me rappelle, toi, tu faisais tes trucs le soir, moi je bossais, je codais non-stop jusqu'à tard le soir. Insupportable. Quand Benoît il prend des vacances, il code quoi. C'est quand là maintenant tu as le co-living, en plus on a des trucs plus terre à terre à faire, tu vois, genre fixer de la plomberie ou des choses comme ça. Donc maintenant des fois il me dit c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, je fais une pause. Il va se poser sur son ordi puis il va coder, tu vois. Alors que moi quand je fais une pause limite je fais de l'aquarelle quoi, mais ça c'est Benoît. Bon, je code moins, mais je fais d'autres trucs. Mais c'est vrai que on s'arrête jamais. Il y a tout le temps un autre truc à faire. Et vu qu'on a plusieurs projets sur lesquels on travaille en même temps, c'est encore pire maintenant parce que du coup, on a l'impression qu'on fait moins sur l'autre projet. Et puis qu'on aimerait, maintenant, on aimerait remettre sur le blog un petit peu plus. Que maintenant, on a beaucoup donné sur le co-living. Donc ouais, trouver le bon équilibre là, c'est pas facile. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Non, mais je pense que c'est un truc d'entrepreneur en général. Ouais, je pense aussi. Moi, il y a le côté frugal auquel je m'identifie complètement parce que on a toujours été très minimaliste et il y a dans le mouvement Fire, il y a un côté très très minimaliste et je pense que toi-même t'es plus minimaliste encore peut-être ou tu optimises plus ce genre de choses que nous. Nous, on a toujours aussi été très minimaliste, donc je pense que de ce point de vue-là, on se rapproche du mouvement Fire. Après, il y a tout le côté investissement qui nous intéresse. C'est pas qui nous intéresse pas, c'est qu'il y a pas mal d'aspects de l'investissement qui seront pas alignés à nos valeurs et du coup il y a des choses qu'on ferait jamais que dans le Fire c'est tout l'investissement financier ça c'est un truc qui nous revient pas spécialement donc ça c'est pas un truc que nous on ferait. C'est vrai que nous on a de l'argent qui est placé mais on place en fonction de nos croyances et convictions plus qu'en fonction des taux d'intérêt proposés et du coup c'est vrai que si tu réfléchis dans un mouvement Fire nos choix peuvent paraître parfois stupides par rapport à des visions d'investissement. Enfin, je pense que c'est clairement parce qu'on n'optimise pas du tout nos possibilités d'investissement. Alors maintenant qu'on a acheté le bâtiment, c'est peut-être un peu différent. Mais tu vois, avant, quand on avait 500 000 francs de fonds propres, tu te dis, mais en fait, les gars, ils auraient pu faire des placements ou en fait, ils auraient pu vivre, mais quand même très très bien peinard. Mais on le faisait déjà pas à ce moment-là, tu vois. Et c'est des choix
personnel par rapport à des convictions. Tu vois, c'est pas parce qu'on connaît pas, on sait qu'est-ce que c'est, où on sait qu'on pourrait investir notre argent pour avoir un meilleur rendement, mais c'est juste que ça nous revient pas pour d'autres raisons, et du coup, on le ferait pas. Mais par contre, il y a d'autres modèles Après, tu peux voir, quand on est propriétaire d'une maison, du coup, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui nous effraie pas. Ça, c'est quelque chose qui nous revient. Donc, de ce point de vue-là, on investit quand même. Et après, le retire early, ça, je pense que, enfin, moi, je disais un peu à mon off, mais je rigole un peu parce que je pense que tous les gens qui ont cet état d'esprit du FIRE, c'est des gens qui finalement, on va pas se retrouver à 45 ans tous assis sur une plage à siroter un cocktail et à jouer au Scrabble, quoi. C'est pas un truc qu'on se voit faire parce que je pense dans l'âme, t'as des gens justement qui veulent faire des trucs. Il y aura toujours des choses. Après, ce que j'aime avec cette idée, c'est que ça peut permettre à des gens de se consacrer à des projets qui sont peut-être du coup plus alignés aux valeurs, qui permettent de créer des choses. Donc là, pourquoi pas? Je pense que ça stimule la créativité et l'envie de faire quelque chose. Le truc, c'est que si tu y arrives, ça aussi, je m'associe quand même beaucoup au mouvement FIRE de ce point de vue-là, c'est que à partir du moment où tu atteins plus ou moins ton objectif, ou même déjà une partie de ton objectif, plus tu t'en rapproches, plus tu gagnes en flexibilité et en liberté, et ben plus tu peux consacrer de temps à des choses qui te plaisent, qui sont importantes pour toi, et puis avec un risque minime, quoi. Ah bah oui, et je pense que ça, la liberté que ça peut te procurer à un certain point, ça va pas t'empêcher de travailler, mais ça va te permettre de travailler sur des choses qui te plaisent. Techniquement, si on compte le côté frugal, tu vois, du truc, nous, avec nos 3000 et quelques de revenus, on va dire, stables du blog qu'on a chaque mois, et puis les charges fixes qu'on a maintenant, on est un peu en train de vivre le truc FIRE, tu vois. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un retirement d'ouvrir un co-living, mon Dieu, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que, nos revenus, on va dire, générés, nous permettent de tenter sereinement l'aventure d'un nouveau projet, sans que la pression financière soit le moteur de notre projet. En fait, on a notre projet, on a plein d'idées. À terme, on est complètement confiant que ça va nous rapporter de l'argent, mais c'est pas le moteur du projet. Et je pense que ça te permet aussi d'éviter certaines décisions que tu prendrais peut-être à contre-cœur juste pour des raisons de merde, il faut qu'on fasse de l'argent parce que sinon on mange pas le mois prochain, quoi. Donc, ouais. Pour ça, oui. Mental pas, on ouvre une bouteille de vin rouge et puis on règle le problème comme ça. J'ose pas, j'assume pas, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai que, on ouvre une bouteille de rouge et on se pose, quoi, et on discute. Et on a résolu beaucoup de nos problèmes mentaux challenge en discutant avec une bouteille de rouge. C'est pas politiquement correct de dire ça, mais c'est vrai. Voilà. Du bon rouge. Bon, on a eu des gens qui nous ont créé des déclics, quoi. Clairement, après pas à dire, que j'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont été des mentors, mais ils ont été des inspirations à des moments de notre vie qui nous ont clairement orientés vers tel ou tel. Il y avait un blogueur voyage à l'époque qui s'appelait Alex Viseo, il y a fort longtemps, qui faisait des vidéos de son tour du monde. C'est clairement en regardant ces vidéos qu'on a eu envie de partir faire un tour du monde. Donc lui, ça a été une inspiration au début, tandis que maintenant, il a viré vers d'autres, il a fait d'autres choses dans sa vie qui nous inspirent moins. Donc je dirais plus que c'est un mentor encore maintenant. Je me rappelle que pour les revenus passifs et l'affiliation, moi je lisais beaucoup Pat Flynn, qui avait un blog qui s'appelait Smart Passive Income. Donc après, même chose, je m'associe pas à toutes ces valeurs, mais ça m'a donné énormément d'idées, quoi. Ce gars, il a, en tout cas de ce qu'il faisait beaucoup au début. Maintenant, j'écoute beaucoup moins qu'avant, mais à un moment, j'écoutais beaucoup. Je lisais. En fait, c'était encore l'époque où on lisait plus de blogs que on écoutait des podcasts, donc je lisais beaucoup son blog. Donc je dirais ça, c'est deux personnes, en tout cas pour moi. Ouais, oui, on a aussi un peu suivi les mêmes. Après aussi, d'autres gens qui étaient des blogs, t'as toujours des gens qui sont un peu plus en avance sur ce que tu fais par rapport à ce que tu fais toi. Donc tu regardes un peu vers l'avant. Et je pense que c'est juste l'état d'esprit de toujours regarder plutôt vers l'avant que vers l'arrière, parce que tu trouves toujours nul ce que t'as fait la semaine passée. Par contre, quand tu vois des gens faire des trucs bien, tu te dis ça pourrait être mieux. Et en fait, c'est comme ça que t'avances et que tu progresses. Donc. Puis maintenant dans le co-living, je dirais que je sais pas, ceux qui nous c'est clairement ceux de ce co-living en Galice, je dirais, ça, c'est c'est un peu nos mentors du co-living, quoi. Parce que, c'est devenu des très bons potes, mais oui, c'est des inspirations. C'est leur vision leur façon de faire, c'est celle qui nous parle le plus. Et, du coup, on reproduit un petit peu ce qu'ils font, quoi.
en 22 heures, c'est bien. Bah moi, le truc que je recommanderais absolument, c'est de faire un voyage en sac à dos. Ça, c'est un truc qui, je pense que sans ce truc-là, nous, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. C'est hyper formateur, ouais, de partir sans réserver, tu sais, à l'inconnu, où en fait t'acceptes le côté très spontané, parce que je pense qu'on est dans des sociétés où on est beaucoup trop habitué à être formaté et à pas s'attendre, enfin on s'attend à ce qui est attendu, quoi. Tu sais, on a très peur de unexpected, tu vois. Globalement, faire un voyage en sac à dos, ça te fait sortir du fameux terme de la zone de confort, mais tous les jours, quoi. Et du coup, plein de façons différentes, parce que t'as toujours des événements inattendus que tu dois résoudre spontanément sur le moment. Donc nous, on était deux, ça nous a peut-être rassuré de ce point de vue-là, mais il y a plein de gens qui le font tout seuls, ça marche très bien. Ouais. Et ils meurent jamais. Ils reviennent en général tout le temps avec plein de nouvelles idées et plein de nouvelles expériences. Et ça, je pense que si on n'avait pas fait ça, on serait dans notre truc classique. Moi, je ferais de la recherche académique et Fabienne, elle serait chez L'Oréal. Et c'est ça. Et aussi, moi, je recommanderais aussi de faire des choses qu'elle aime et de pas avoir peur des sauts métiers, tu vois. Dans le sens où, par exemple, imagine, elle veut devenir dresseuse de licorne. Parce que tout d'un coup, c'est une passion qu'elle a. Je dirais pas que c'est le métier qui a le plus d'avenir, tu vois, comme ça. Mais en vrai, vas-y. Et après, s'il faut que, à côté de ça, tu bosses au McDo quelques heures par semaine pour te financer ton mode de vie, on va dire, de base, mais n'aie pas peur, en fait, parce que on a quand même une chance folle, et ça, je peux le dire parce qu'on est en Suisse ou en France, enfin, on est dans des pays où on est proche du plein emploi et des choses comme ça, c'est que même si les choses vont de travers, tu peux retomber sur tes pattes, et en fait, il n'y a pas de saut métier, tu retrouves un job quand tu veux. On vivrait dans des pays, tu vois, comme le Venezuela, l'Argentine, où quand t'as un job, t'as pas intérêt à démissionner parce que tu t'espères le garder jusqu'à ta retraite. Et je pense que c'est des conseils, tu vois, comme maintenant je peux donner à quelqu'un si c'est dans le contexte de quelqu'un qui a la chance de vivre aussi où nous on vit. Il y a des régions dans le monde où ils ont pas cette chance. Et je pense que nous, on peut se permettre d'en profiter aussi un petit peu. Nous, on a toujours eu cet état d'esprit derrière. On s'est toujours dit, si on atteint cette limite de notre compte en banque, on revient en Suisse et puis on bosse dans n'importe quoi qu'on trouvera sur le moment, on s'en fout, quoi. Ça, c'était puis quand tu as cette perspective en tête, ça t'aide à prendre plus de risques parce que tu sais que le pire qui peut t'arriver, c'est ça. Tu reviens au statu quo. Ouais. Donc en fait, quand tu te dis ça, en fait, tu relativises vachement le poids de tes décisions tous les jours quand tu les reprends parce que en fait tu vois que c'est pas la fin du monde, quoi. Du moment que tu fais quelque chose, tu vois, parce qu'après c'est clair, si quelqu'un arrête sa carrière puis en 10 ans il va faire le gland sur une plage puis qu'il fait rien, là ça s'appelle un vrai trou dans le CV, c'est un problème. Par contre, si pendant 10 ans elle s'est lancée dans le dressage de licorne et qu'elle a monté son école, qu'elle a créé un site web, Comment t'es arrivé au dressage de licorne? Parce que je voulais vraiment un truc aberrant, tu vois, et qu'un enfant de 11 ans pourrait éventuellement imaginer, tu vois. C'était l'idée. Et à la limite, si elle a pu prouver qu'en fait dans son cheminement elle a réfléchi à des choses, ça va lui servir, peu importe ce qu'elle fera après. Et en fait, c'est ça un peu l'état d'esprit. Les deux. Co-living, parce que tu voyages aussi en rencontrant des gens, mais tour du monde quand même aussi. Tu peux faire un tour du monde en t'arrêtant dans des co-living. C'est vrai. Backpack sous tente. Sans hésiter, la même chose. Amérique du Sud. Pour la rando, ouais. Pour la rando, ouais, la nature, les grands espaces. Rêve, c'est de retourner là-bas avec le van, quoi. Nous mettre à notre compte, je pense que pour le mode de vie, ça a beaucoup aidé, et ne pas avoir peur de bouger. Partir en tour du monde. Au début, pour moi, c'était trop écouter les autres gens, justement, qui s'inquiétaient pour moi plus que moi-même. Ça me vient pas. Dis pas ta femme. Non, j'ai pas de réponse à cette question. Ah. Moi, pour les enfants ados, je recommande à 100% une rando en cabane. Et je pense qu'il y en a plusieurs dans la région qui sont cool. Parce que quitte à faire, tu fais 2 jours, tu as l'expérience de la nuit en cabane, dormir dans le dortoir, machin. Et il y en a 2 qui me viennent à l'esprit, qui sont faciles d'accès. Donc,
pas pour les personnes qui ont le vertige, il y a pas de problème et qui ont plus de, mais vraiment quand même un petit challenge, tu sais. Donc quand t'arrives, t'es un peu fatigué, t'es content, mais voilà. Il y a celle de Prafleury au-dessus de la Grande Dixence, et sinon il y a la cabane des Aiguilles Rouges. Ouais. Parce que le lendemain, tu descends au Lac Bleu et ça, c'est une tuerie. C'est magnifique. Ouais. Après, pour les trucs un peu plus challengeants. Allez, je laisse Benoît parler, il a une meilleure liste que moi. Il y en a plein hein, dans le coin. Je dirais Tu dors aux Aiguilles Rouges avec les enfants, puis que t'as envie de te faire un truc, tu peux monter jusqu'au sommet du Mont de l'Étoile, ouais. Tu montes au sommet du Mont de l'Étoile. Ça, c'est pas mal. Pour le lever du soleil, du coup, tu pars à 4h30 du matin de la cabane, tu montes de nuit avec la frontale, et puis t'arrives au sommet, c'est pas mal. Ouais. Tu vois la vue sur la Dent Blanche, le Cervin, tout ça, c'est pas mal.